J'avais passé 68 ans sur cette terre, à apprendre à faire confiance à mon instinct. Et ce mardi de juin, toutes les alarmes de mon corps sonnaient quand le nom de ma belle-fille s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. Je savais, au plus profond de moi, que quelque chose n'allait pas. L'intuition d'une mère est parfois tout ce que nous avons pour protéger ceux que nous aimons. Et ce jour-là, cette intuition hurlait de toutes ses forces. « Madeleine, ma chérie ?» La voix de Brigitte dégoulinait de cette douceur mielleuse que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à une demande. Hugues a tellement travaillé ces derniers temps. Je prépare une petite escapade pour nous, juste pour l'aider à se détendre. J'ai serré ma tasse de thé plus fort, regardant la vapeur s'élever en spirale paresseuse dans l'air de ma cuisine. Mon fils Hugues s'était effectivement épuisé au travail dans son cabinet d'avocat. Des semaines de 60 heures étaient devenues sa norme, laissant des cernes profonds sous ses yeux que même mes réconforts maternels ne parvenaient pas à effacer. Je m'inquiétais pour lui depuis des mois, le regardant s'enfoncer dans un rythme de travail insoutenable, tandis que sa femme semblait de plus en plus distante et préoccupée par des choses qu'elle ne partageait jamais avec nous. « Ça a l'air charmant, Brigitte !» ai-je répondu en gardant ma voix délibérément neutre. Je suis sûre qu'il pourrait avoir besoin d'une pause. Une vraie pause, loin du stress quotidien et des exigences constantes de son métier. Une pause s'est installée sur la ligne, le genre qui signifiait que le véritable but de l'appel n'était pas encore venu. J'ai attendu, sentant mon cœur se serrer légèrement dans ma poitrine. « Le problème, c'est, a-t-elle continué, que je prépare quelque chose de spécial. Un traitement 5 étoiles, tu vois, et je voudrais avoir des moyens de paiement de secours juste en cas d'urgence pendant notre voyage. J'espérais que tu pourrais partager les informations de ta carte de crédit, pour les urgences seulement, bien sûr. » La demande était restée suspendue dans l'air entre nous, et je me suis retrouvée à serrer le téléphone plus fort, mes articulations blanchissant sous la pression. Au cours de mes décennies de vie, j'avais appris que lorsque quelqu'un demande accès à votre argent pour des urgences, l'urgence se matérialise souvent avec une commodité suspecte. J'avais vu trop de femmes de mon âge se faire manipuler par des proches aux intentions douteuses. « J'ai le compte d'urgence que Hugues t'a donné l'année dernière, » ai-je dit prudemment, pesant chaque mot. « Est-ce que ça ne serait pas suffisant pour couvrir d'éventuels imprévus pendant votre voyage? » « Oh, Madeleine !» Brigitte a ri, un son tintinabulant comme des carillons dans une tempête, artificiel et calculé. Ce compte a une limite tellement basse. Et si quelque chose de grave arrivait? C'est pour le bien-être d'Hugues, après tout. Tu ne voudrais pas qu'il soit stressé pendant ses vacances à cause de problèmes financiers, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux, imaginant le visage de mon fils. La façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait, exactement comme ceux de son père l'avaient fait. Hugues avait été mon monde entier depuis que mon mari Robert était décédé il y a 9 ans, emporté par un cancer foudroyant qui nous avait laissés tous les deux dévastés. Et si j'étais honnête, j'avais progressivement perdu mon fils au cours des 2 dernières années, depuis que Brigitte avait commencé sa campagne subtile pour l'isoler de moi et du reste de la famille. En y repensant, j'aurais dû voir les signes d'avertissement plus tôt. La façon dont elle avait commencé à reprogrammer nos dîners du dimanche, ces moments précieux que nous partagions en famille depuis tant d'années. Les suggestions délicates que peut-être j'étais trop fatiguée pour garder mes petits-enfants, comme si à 68 ans, j'étais devenue une vieillarde incapable. Les petits commentaires sur mon âge, mes oublis supposés, mes façons démodées de voir les choses. « Ta mère semble fatiguée, chérie. Peut-être qu'on ne devrait pas la charger avec le dîner cette semaine. Elle a besoin de repos à son âge. Madeleine devient un peu distraite, tu ne trouves pas? Peut-être qu'on devrait limiter ces moments avec les enfants. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose pendant qu'elle les surveille. Les enfants? Mon cœur s'est serré en pensant à eux. Lily, 8 ans, avec les yeux bleus de son grand-père et un esprit vif comme l'éclair, capable de résoudre des problèmes que des enfants bien plus âgés trouvaient difficiles. Le petit Maxime, seulement 5 ans, avec des fossettes qui pourraient faire fondre l'Arctique et un rire contagieux qui illuminait n'importe quelle pièce. 2 belles âmes que je voyais à peine maintenant parce que tante Brigitte avait toujours de meilleurs plans pour eux. Des plans qui, d'une manière ou d'une autre, n'incluaient jamais grand-mère. « Laisse-moi y réfléchir, Brigitte », ai-je dit finalement après un long silence qui a dû la mettre mal à l'aise. « Je te rappellerai cet après-midi quand j'aurai eu le temps de considérer ta demande. »
Nous réservons ce soir, Madeleine? A-t-elle pressé, une pointe d'irritation perçant à travers son vernis sucré, révélant brièvement sa vraie nature. Hugues mérite cette pause. Tu ne veux pas que ton fils soit heureux? Il travaille si dur, et j'ai trouvé l'endroit parfait pour lui permettre de se ressourcer. La manipulation était tellement transparente qu'elle m'a presque fait rire, comme si ma réticence à remettre mes informations financières indiquait d'une quelconque façon que je ne me souciais pas du bonheur de mon fils. « Bien sûr que si !» ai-je répondu d'une voix égale, maîtrisant ma frustration. « Je te rappellerai dans 1 heure pour te donner ma réponse définitive. » Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine, mes doigts tambourinant contre le bois usé par des années de repas familiaux et de conversations importantes. Le compte d'urgence que j'avais établi pour Hugues contenait 50 000 €, de l'argent que j'avais économisé pendant des années, pour les urgences médicales, pour les fonds universitaires des petits-enfants, pour toutes les tempêtes inattendues que la vie pourrait jeter sur ma famille. L'ironie ne m'échapperait pas plus tard, quand je comprendrais à quel point j'avais été naïve de faire confiance à cette femme. J'ai repris le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur, mes doigts tremblant légèrement d'anticipation. « Sophie, c'est moi. Tu as 1 minute pour parler d'Hugues et de Brigitte? » « C'est important. » Ma fille Sophie, la sœur cadette d'Hugues de 4 ans, avait toujours été la pragmatique de la famille. Tandis que Hugues avait le charme facile et l'optimisme de son père, cette confiance innée en la bonté des gens, Sophie avait hérité de ma nature sceptique et de ma vision lucide du monde. Elle travaillait comme comptable dans un grand cabinet lyonnais, et son esprit analytique avait souvent été notre meilleur atout dans les situations compliquées. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Sophie après que je lui ai expliqué la demande de Brigitte en détail, lui répétant chaque mot de notre conversation. « Est-ce que je suis paranoïaque ?» ai-je demandé, ma voix trahissant mon anxiété. « Est-ce que je deviens une de ces belles-mères envahissantes dont on se moquait autrefois? Tu te souviens comme on riait de Madame Fournier qui surveillait sa belle-fille comme un faucon? » Le soupir de Sophie a traversé le téléphone, lourd de préoccupation. « Maman, tu sais que je n'ai jamais été la plus grande fan de Brigitte. Il y a quelque chose de calculateur chez elle. » Ça a toujours été le cas, depuis le premier jour où Hugues nous l'a présentée. Tu as remarqué à quel point on voit peu les enfants ces derniers temps? Il nous manque terriblement, à Paul et moi. J'ai remarqué, ai-je dit doucement, sentant la tristesse m'envahir. Le mois dernier, quand j'ai demandé à emmener Lily faire du shopping pour son anniversaire, comme je le fais chaque année depuis qu'elle est née, Brigitte a dit qu'ils avaient des engagements antérieurs qui ne pouvaient pas être changés. Mais plus tard ce jour-là, j'ai vu ses publications Instagram depuis le centre commercial local avec Lily. Elle avait posté des photos d'elles deux, essayant des vêtements, souriant pour la caméra, comme si rien n'était. « Exactement, » a répondu Sophie, sa voix se durcissant de colère contenue. « Et tu te souviens de Noël dernier quand Hugues et les enfants avaient 2 heures de retard parce que Brigitte avait soudainement eu besoin de rendre visite à ses parents d'abord, même si on avait planifié le dîner depuis des mois? On avait tout préparé, le chapon était prêt, et on a dû tout garder au chaud pendant qu'on les attendait. Je m'en souvenais parfaitement. Je me souvenais aussi de comment Brigitte avait passé tout ce dîner de Noël sur son téléphone, montrant occasionnellement quelque chose à Hugues qui le faisait froncer les sourcils ou s'éloigner pour passer des appels dans une autre pièce. Au dessert, la joie avait été aspirée de la pièce et ils étaient repartis tôt, Brigitte prétextant une migraine avec une expression qui ne trompait personne. « Qu'est-ce que ton instinct te dit à propos de cette demande de carte de crédit ?» a demandé Sophie, sa voix ferme et pragmatique. « Que quelque chose ne va pas ?» ai-je admis, les mots me sortant plus facilement maintenant que je pouvais les partager. Hugues ne m'a pas mentionné de voyage et on a déjeuné ensemble la semaine dernière au petit restaurant près de son bureau. On a parlé pendant plus d'1 heure. Il n'aurait pas dit quelque chose s'il planifiait des vacances, il m'en aurait parlé avec enthousiasme, comme il le faisait toujours avant. À moins qu'il ne soit pas au courant, a suggéré Sophie avec perspicacité. Peut-être que c'est censé être une surprise? Peut-être, ai-je concédé, bien que le doute me rongeait de l'intérieur. Mais pourquoi demander mes informations de carte de crédit? Ils ont leur propre carte, un bon revenu. Hugues gagne très bien sa vie, et Brigitte n'a jamais manqué de rien depuis qu'ils sont ensemble. « Fais confiance à ton instinct, maman, » a dit Sophie fermement.
Tu as toujours eu un bon jugement sur les gens? Si quelque chose te semble louche, c'est probablement le cas. N'ignore pas cette sensation. Après avoir raccroché, j'ai pris ma décision, suivant un compromis qui me semblait raisonnable sur le moment. J'ai rappelé Brigitte et je lui ai donné les informations pour mon compte d'urgence, celui que j'avais déjà établi pour Hugues. Il contenait des fonds substantiels, mais pas accès à toutes mes économies de vie. Je lui ai fait promettre de ne l'utiliser qu'en cas de véritable urgence, et elle a accepté avec une gratitude si effusive que j'ai presque cru en sa sincérité. Presque. 3 mois plus tard, je comprendrai exactement à quel point j'avais été naïve de lui faire confiance. Les cookies aux pépites de chocolat étaient encore chauds dans leur boîte quand j'ai marché dans les couloirs de l'hôpital. L'anticipation grandissant à chaque pas. L'odeur familière du désinfectant mélangée à celle des biscuits fraîchement cuits créait un contraste étrange mais réconfortant. Hugues avait tellement travaillé ces derniers temps, et j'avais pensé qu'une visite surprise avec ses biscuits préférés faits maison pourrait éclairer son après-midi et lui rappeler que sa mère pensait toujours à lui. Nous avions toujours été proches, mon fils et moi, et malgré les efforts subtils de Brigitte pour nous éloigner, nous maintenions toujours notre lien spécial à travers ces petits gestes d'affection. J'avais d'abord essayé d'appeler son bureau, mais son assistante m'avait mentionné qu'il avait pris un jour personnel, ce qui était inhabituel pour mon fils travailleur acharné. Hugues ne prenait jamais de jour personnel, pas même quand il était malade. Quand j'ai appelé son portable et que je n'ai eu aucune réponse, j'ai décidé de passer chez lui pour voir si tout allait bien. Personne n'était à la maison. Une sensation étrange s'était installée dans mon estomac. Le genre de 6e sens maternel qui ne peut pas être expliqué, mais qui ne devrait jamais être ignoré. Par intuition, j'ai appelé son meilleur ami, Marc, qui m'a mentionné que Hugues s'était plaint de douleurs à la poitrine plus tôt dans la semaine, des douleurs qu'il avait minimisées comme du simple stress. « Est-ce qu'il a vu un médecin ?» avais-je demandé, l'alarme montant dans ma voix, tandis que mon cœur commençait à battre plus vite. « Il a dit qu'il le ferait », a répondu Marc avec une pointe de culpabilité dans la voix. « Mais tu connais Hugues, il fait toujours passer le travail en premier. » Il m'a promis qu'il irait cette semaine, mais je ne sais pas s'il l'a fait. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. J'ai conduit directement à l'hôpital Sainte-Marie, le plus proche du bureau d'Hugues, et j'ai demandé si mon fils avait été admis. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Pope, Hugues Pope, avait cliqué la réceptionniste à travers son ordinateur, ses ongles manucurés tapant rapidement sur le clavier. « Oui, il est en soins intensifs. Chambre 418. Soins intensifs. » Les 3 mots m'ont frappé comme un coup physique, me coupant le souffle. Unité de soins intensifs. Mon fils, mon unique fils, était en soins intensifs et personne ne m'avait appelé. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir pour ne pas perdre l'équilibre, sentant le monde tourner autour de moi. Maintenant, alors que j'approchais de la chambre 418, j'avais répété ma salutation joyeuse dans ma tête des dizaines de fois. Je le gronderais gentiment pour ne pas prendre soin de lui-même. Je partagerai les biscuits avec lui. Je lui rappellerai que même les brillants avocats d'affaires n'étaient pas immunisés contre les limitations humaines. Je le ferai rire. J'apaiserai ses inquiétudes. J'étais sa mère, et c'était mon rôle de prendre soin de lui, peu importe son âge. Mais quand j'ai poussé la porte de la chambre 418, le rire était la chose la plus éloignée de mon esprit. Hugues était inconscient, son corps robuste paraissant soudainement vulnérable contre les draps blancs immaculés de l'hôpital. Un respirateur respirait pour lui, le bruit régulier de la machine remplissant le silence de la pièce. Des moniteurs bipaient régulièrement, suivant chaque battement de cœur avec une précision mécanique. Des lignes de perfusion serpentaient depuis ses bras, le connectant à des poches de liquide qui pendaient au-dessus de lui comme des sentinelles silencieuses. Mais ce qui m'a frappé le plus fort était la solitude absolue de la scène. Mon fils se battait pour sa vie, et il était complètement seul. Pas de femme serrant sa main et murmurant des mots d'encouragement. Pas de Brigitte inquiète faisant les 100 pas dans la chambre ou passant des appels frénétiques à la famille. Juste Hugues, inconscient et sans surveillance, sauf pour la vigilance mécanique des équipements hospitaliers qui maintenaient son corps en vie. La boîte de biscuits a glissé de mes doigts soudainement engourdis, atterrissant avec un bruit sourd sur le sol en linoléum. Le son m'a semblé assourdissant dans le silence de la chambre. « Madame, une infirmière est apparue à côté de moi,
son visage empreint d'inquiétude. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis sa mère, » ai-je réussi à dire, ma voix sonnant distante, même à mes propres oreilles. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? « Dites-moi tout, je vous en prie. » L'infirmière, dont le badge indiquait Angélique, m'a doucement guidée vers une chaise à côté du lit d'Hugues. M. Pope a souffert d'un infarctus du myocarde massif, une crise cardiaque, hier après-midi à son bureau. Il a été amené en ambulance vers 14 heures. Ses collègues ont réagi très vite, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Hier, ai-je répété, le choc cédant la place à l'incrédulité tandis que je calculais les heures. Il est ici depuis hier après-midi et personne ne m'a appelé? Comment est-ce possible? Je suis sa mère. Angélique a vérifié le dossier qu'elle tenait dans ses mains. Son contact d'urgence est listé comme étant sa femme, Brigitte Pope. Nos registres montrent qu'elle a été contactée immédiatement après son admission. Nous l'avons appelée plusieurs fois depuis. La pièce a semblé basculer autour de moi, les murs se rapprochant puis s'éloignant comme dans un cauchemar. « Et où est-elle » ai-je demandé, connaissant déjà la réponse d'une certaine façon. L'expression de l'infirmière m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. « Nous avons essayé de joindre Madame Pope depuis l'admission de Monsieur Pope. » Elle n'a pas retourné nos appels, malgré nos messages urgents. Nous avons laissé au moins 6 messages sur son répondeur. J'ai tendu la main vers celle d'Hugues, faisant attention à ne pas déranger la perfusion. Sa peau était chaude, ce qu'Angélique m'a assuré être bon signe. Sa couleur revenait progressivement, et ses signes vitaux se stabilisaient. « Est-ce que quelqu'un d'autre a été prévenu ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme, malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Sa sœur, son bureau, ses amis? Madame Pope est le seul contact d'urgence listé, a répondu Angélique avec une expression désolée. La politique de l'hôpital nous empêche de contacter d'autres personnes sans autorisation explicite du patient ou de son contact désigné. J'ai hoché la tête, comprenant les règles de confidentialité, même si elles me frustraient profondément dans ce moment. Ces protocoles existaient pour de bonnes raisons, mais ils avaient laissé mon fils seul pendant les heures les plus critiques de sa vie. J'aimerais parler avec son médecin, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé et quel est son pronostic. Pendant qu'Angélique allait chercher le cardiologue, j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués de Sophie qui avait dû sentir que quelque chose n'allait pas. Rien de Brigitte. Pas un seul message, pas un seul appel pour prendre des nouvelles de son mari mourant. Par instinct, j'ai ouvert Instagram où ma belle-fille était particulièrement active, partageant constamment des photos de sa vie parfaite avec ses nombreux abonnés. C'était là, posté 4 heures plus tôt, alors que mon fils se battait pour sa vie. Brigitte, radieuse dans un bikini blanc qui devait coûter une fortune, des lunettes de soleil perchées sur son nez parfait, une flûte de champagne à la main, sur fond d'eau impossiblement bleu et de sable blanc immaculé. La légende disait « Vivre ma meilleure vie ». Escapade de luxe aux Maldives. Parfois, il faut savoir prendre soin de soi. J'ai fait défiler ses publications récentes, le cœur battant de plus en plus fort à chaque image. Plus d'images paradisiaques, des repas exotiques servis sur des plages privées, des cocktails au coucher du soleil avec des couleurs si vives qu'elles semblaient irréelles. Et sur plusieurs photos, un homme que je ne reconnaissais pas apparaissait, athlétique et bronzé, significativement plus jeune que Hugues, son bras posé possessivement autour de sa taille, dans une pose particulièrement intime au coucher du soleil. La publication était identifiée avec Moment magique avec Kevin Beaumont Fitness Now, meilleur coach de vie. Alors que je fixais les preuves de la trahison de ma belle-fille sur cet écran lumineux, une autre notification est apparue. Une alerte de débit sur mon compte d'urgence, celui auquel j'avais donné accès à Brigitte, juste au cas où. 12 000 € débités à l'hôtel 5 saisons Resort, Maldives. Mes mains ne tremblaient pas quand j'ai appelé Sophie. Elles auraient dû trembler avec la rage et la trahison qui me traversaient comme un courant électrique. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti un calme contre nature. Le genre qui vient quand le choc cède la place à une clarté absolue et à une détermination inébranlable. « Sophie, c'est moi !» ai-je dit quand elle a répondu dès la première sonnerie. Hugues est en soins intensifs à l'hôpital Sainte-Marie. Crise cardiaque. J'ai besoin que tu viennes maintenant. C'est urgent. Oh mon Dieu, a-t-elle allaité, sa voix se brisant sous le choc. J'arrive tout de suite. Je serai là dans 20 minutes maximum. Tu as appelé Brigitte? Est-ce qu'elle est en route? Brigitte?
ai-je dit, ma voix parfaitement égale malgré la tempête intérieure. Elle profite actuellement des Maldives avec un autre homme, utilisant mon fonds d'urgence pour payer ses vacances romantiques pendant que son mari frôle la mort. Le silence à l'autre bout a duré 3 longues secondes, chargé d'incrédulité et de colère naissante. « Je serai là dans 20 minutes », a finalement dit Sophie, sa voix durcie par une détermination qui me rappelait la mienne. « Ne fais rien avant que j'arrive. On va gérer ça ensemble. » Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas attendre pour faire. Un appel que je devais passer immédiatement avant que la situation ne dégénère davantage. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve un nom dont je n'avais pas eu besoin depuis des années. Jessica Dupont. Jessica avait été mon amie depuis l'université, une époque qui semblait appartenir à une autre vie maintenant. Après un divorce difficile il y a 15 ans, elle s'était réinventée en détective privée, se spécialisant dans les cas exactement comme celui-ci, les affaires de tromperie conjugale et de fraude financière. Nous nous étions éloignés au fil des années, chacune absorbée par sa propre vie, mais je savais qu'elle prendrait mon appel sans hésitation. « Jessica, c'est Madeleine Pope. J'ai besoin de ton aide, et c'est urgent. » J'ai expliqué la situation aussi brièvement que possible, chaque mot pesé et précis. Mon fils en soins intensifs, ma belle-fille aux Maldives avec un autre homme, mon argent finançant leur trahison tropicale. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur les activités de Brigitte au cours de la dernière année, ai-je dit avec une détermination froide. Et j'ai besoin d'informations sur ce Kevin Beaumont. Rapidement, le plus vite possible. Je m'y mets immédiatement, a répondu Jessica sans hésitation, son professionnalisme prenant le dessus. Et Madeleine, je suis désolée. Personne ne mérite ce genre de trahison, surtout pas quand leur fils se bat pour sa vie. En raccrochant, le docteur Mercier est entré dans la chambre. Il était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être la quarantaine. Mais son attitude était rassurante et confiante, celle d'un médecin qui avait vu beaucoup de cas comme celui-ci et qui savait exactement quoi faire. « Votre fils a subi un événement cardiaque significatif, Madame Pope », a-t-il expliqué en s'asseyant près de moi pour que nous puissions parler à hauteur d'yeux. Une obstruction complète de l'artère interventriculaire antérieure, ce que nous appelons parfois le faiseur de veuve à cause de sa gravité. Le terme m'a glacé le sang, faisant écho à mes pires craintes. J'ai serré la main d'Hugues plus fort, comme si je pouvais lui transférer ma propre force de vie. Heureusement, ses collègues ont agi rapidement, a continué le docteur Mercier avec un sourire encourageant. La réanimation cardio-pulmonaire a été administrée immédiatement par une collègue qui avait suivi une formation de premier secours, et la réponse de l'ambulance a été exceptionnelle. Nous avons effectué une angioplastie d'urgence et placé un stent pour ouvrir l'artère bloquée. L'intervention s'est bien passée. Les prochaines 24 à 48 heures sont critiques, mais je suis prudemment optimiste. Nous surveillons tous ces paramètres vitaux en continu. « Quand va-t-il se réveiller ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Nous l'avons maintenu sous sédation pour permettre à son corps de guérir. Nous commencerons à réduire la sédation demain matin, progressivement. Avec de la chance, il devrait reprendre conscience dans les prochaines 24 heures environ. Il aura besoin de beaucoup de repos et de soutien pendant sa convalescence. J'ai hoché la tête, absorbant ces informations comme une éponge. Et son pronostic à long terme, docteur? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour son avenir? Avec une médication appropriée, des changements alimentaires significatifs, une réduction du stress et une rééducation cardiaque supervisée, beaucoup de patients de son âge font une récupération complète et vivent de nombreuses années en bonne santé. Mais, a ajouté le docteur Mercier, son expression devenant sérieuse, c'était un événement significatif, Madame Pope. Votre fils devra faire des changements substantiels dans son mode de vie. Plus de semaines de 60 heures au bureau. Il le fera, ai-je promis avec une détermination féroce. Je m'en assurerai personnellement, même si je dois le surveiller moi-même. Après le départ du médecin, je me suis installée dans le fauteuil à côté du lit d'Hugues, ma main couvrant la sienne. Le bip régulier du moniteur cardiaque est devenu un étrange réconfort, chaque son confirmant que mon fils se battait toujours, qu'il était toujours là, toujours vivant, toujours avec moi. « Je suis là maintenant », lui ai-je murmuré en caressant doucement ses cheveux, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il était malade. Et je ne vais nulle part. Je te le promets, mon chéri. Ta mère est là. J'ai étudié son visage,
si semblable à celui de son père que mon cœur s'est serré de nostalgie. La mâchoire forte, le léger pli entre ses sourcils qui apparaissait même dans son sommeil quand il était préoccupé. Hugues avait toujours porté le poids de la responsabilité sur ses épaules, même enfant. Celui qui s'occupait de sa petite sœur quand je devais travailler tard, celui qui excellait à l'école sans qu'on ait jamais besoin de le pousser, celui qui avait construit une carrière juridique brillante par pure détermination et un sens stratégique remarquable. Maintenant, le voyant vulnérable ainsi, j'ai ressenti un instinct protecteur féroce que je n'avais pas éprouvé depuis qu'il était petit et que je devais le défendre contre les intimidateurs de l'école primaire. Quelqu'un avait blessé mon enfant. Quelqu'un l'avait abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. Et cette personne allait le regretter amèrement. J'allais m'en assurer. Quand Sophie est arrivée à l'hôpital, j'avais dépassé le stade du choc pour entrer dans une fureur froide et concentrée. Elle a jeté un regard à la forme inconsciente d'Hugues, puis à mon visage, et j'ai vu sa propre expression se durcir, reflétant la mienne. « Qu'est-ce qu'on sait exactement ?» a-t-elle demandé en prenant le fauteuil de l'autre côté du lit d'Hugues. Je l'ai mise au courant de tout avec une précision méthodique. L'état d'Hugues et le pronostic du médecin, l'absence de Brigitte, les preuves Instagram de sa présence aux Maldives avec un autre homme, les débits sur mon compte d'urgence qui finançait cette escapade romantique. « Cette petite manipulatrice intéressée ?» a commencé Sophie, sa voix montant de colère. « Pas ici !» l'ai-je interrompu en faisant un geste vers Hugues. Même inconscient, je ne voulais pas d'énergie négative autour de lui. Les études montrent que les patients en coma peuvent parfois entendre ce qui se dit autour d'eux. Allons dans le couloir pour parler. Dans le couloir antiseptique de l'hôpital, la composure de Sophie s'est effondrée et elle a laissé libre cours à sa colère. Je ne lui ai jamais fait confiance, maman. Dès le premier jour, quelque chose clochait chez elle. La façon dont elle s'est accrochée à Hugues après avoir appris son poste au cabinet, comment elle a poussé pour ce mariage extravagant après seulement 6 mois de fréquentation, le contrat de mariage contre lequel elle s'est battue avec acharnement. Tout sentait la manipulation calculée. « Je sais !» ai-je soupiré en massant mes tempes douloureuses. Mais Hugues était tellement amoureux, aveuglé par ses sentiments. Et après avoir perdu ton père, voir son fils heureux à nouveau après tant de chagrin. Je ne voulais pas être la belle-mère envahissante qui critique toujours. Je voulais lui faire confiance parce qu'il lui faisait confiance. « Alors, quelle est notre prochaine étape ?» a demandé Sophie, pragmatique comme toujours. « On doit avoir un plan d'action. »« Tu as appelé Brigitte pour lui dire ce qui se passe ?» ?»« Pas encore. J'ai appelé Jessica Dupont, mon ancienne amie de l'université. Tu te souviens d'elle? Elle est détective privée maintenant. Elle enquête sur Brigitte et ce Kevin pendant que nous parlons. » Sophie a hoché la tête avec approbation. Un éclair de satisfaction dans ses yeux. « Bien joué. Et concernant l'argent qui a été dépensé, qu'est-ce qu'on peut faire légalement? » Mon téléphone a sonné avec une autre alerte. Encore un débit depuis les Maldives. Cette fois pour 3 500 € dans un spa de luxe, pour des soins de beauté et des massages pendant que son mari était entre la vie et la mort. « Ça suffit !» ai-je dit, ma décision se cristallisant dans cet instant de clarté absolue. Je gèle tous les comptes auxquels elle a accès. Immédiatement, sans attendre, les yeux de Sophie se sont élargis de surprise et d'admiration. « Tu peux faire ça légalement ?» Hugues m'a fait co-signataire sur tous ses comptes principaux après la mort de ton père, juste au cas où quelque chose lui arriverait. Il voulait que quelqu'un de confiance puisse agir rapidement en cas d'urgence. Étant donné que quelque chose lui est effectivement arrivé et que sa femme est à l'autre bout du monde, dépensant son argent avec un autre homme au lieu d'être à son chevet, oui, je crois que je peux certainement agir. J'ai trouvé un coin tranquille de la salle d'attente et j'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. La technologie n'avait peut-être jamais été mon point fort, mais j'avais appris à naviguer sur les sites financiers par nécessité après la mort de Robert. Maintenant, j'étais reconnaissante pour cette compétence, alors que je travaillais systématiquement à travers chaque compte, mes doigts tapant avec une détermination froide. Compte courant joint, je l'ai. Compte d'épargne joint, je l'ai. Compte personnel d'Hugues avec Brigitte comme utilisatrice autorisée, je l'ai. Mon fonds d'urgence auquel j'avais donné accès à Brigitte, fermé entièrement et définitivement. J'ai appelé les compagnies de cartes de crédit et signalé les cartes comme compromises.
En 20 minutes à peine, Brigitte Pope était effectivement coupée de chaque centime de l'argent de la famille Pope. Elle ne pourrait plus dépenser un seul euro de notre argent pour financer sa trahison. Pendant que je travaillais avec une efficacité méthodique, Jessica m'a envoyé les premiers résultats de son enquête par message sécurisé. Kevin Beaumont, 35 ans, était un coach personnel au Club Fit Life, où Brigitte avait commencé à prendre des séances privées 8 mois auparavant. Il se présentait comme un coach de transformation de vie et expert en bien-être physique auprès de clients aisés, particulièrement des femmes d'un certain âge qui cherchaient à retrouver leur jeunesse. Son Instagram, rempli de vidéos d'entraînement torse nu et de citations philosophiques sur la réalisation de son vrai potentiel, avait plus de 50 000 abonnés. Et parsemé dans son fil d'actualité se trouvaient des photos avec diverses femmes séduisantes dans des lieux luxueux, chacune identifiée avec des témoignages dithyrambiques sur son coaching qui avait changé leur vie. Le profil classique du séducteur professionnel qui ciblait les femmes riches et vulnérables. Jessica a promis des informations plus détaillées bientôt, incluant des relevés financiers et des vérifications d'antécédents approfondis. Je suis retournée dans la chambre d'Hugues pour trouver Sophie parlant doucement à son frère, lui racontant la récente victoire de football de sa fille Chloé, comme s'il pouvait entendre chaque mot. Peut-être qu'il le pouvait, les médecins disaient que c'était possible. Les comptes sont gelés, lui ai-je dit tranquillement. Tous, sans exception. Sophie a hoché la tête d'un air sinistre, une lueur de satisfaction dans ses yeux. Bien fait. Et les enfants? Est-ce qu'on sait où sont Lily et Maxime pendant que leur mère fait la fête aux Maldives? Mon cœur s'est serré douloureusement. Dans tout ce chaos, je n'avais même pas pensé à mes petits-enfants adorés. J'avais été tellement concentrée sur Hugues que j'avais momentanément oublié ces deux petits êtres innocents. La mère de Brigitte les a peut-être, ai-je suggéré en fronçant les sourcils. Ou il pourrait être avec cette nounou qu'elle a embauchée. Comment s'appelle-t-elle déjà? Carol? Caroline? Camille? A corrigé Sophie. J'ai son numéro. Hugues me l'a donné il y a quelques mois pour les urgences, justement. Elle s'est éloignée pour passer l'appel pendant que je restais au chevet de mon fils, tenant sa main et lui murmurant des paroles de réconfort. Elle est revenue quelques minutes plus tard, l'air soulagé. Les enfants sont chez la sœur de Brigitte en Normandie pour la semaine. Une sorte de colonie de cousins planifiée depuis longtemps. Ils sont en sécurité et s'amusent bien, complètement inconscients de ce qui se passe. J'ai expiré profondément, reconnaissante pour cette petite miséricorde au milieu de cette tempête. Au moins, les enfants étaient pris en charge et protégés de cette crise qui aurait pu les traumatiser. Le téléphone dans ma main a commencé à sonner exactement 47 minutes après que j'avais gelé les comptes. Je savais parce que j'avais regardé l'horloge, comptant les minutes jusqu'à ce que le monde de Brigitte s'effondre autour de ses sandales de créateur et de son bronzage de luxe. Son nom s'est affiché sur l'écran et les yeux d'Hugues, s'il avait été conscient, auraient immédiatement reconnu ce nom qui avait un jour représenté l'amour et la promesse d'un avenir heureux. « Mets sur haut-parleur », a articulé silencieusement Sophie. J'ai répondu en gardant ma voix parfaitement calme, maîtrisée. « Allô, Brigitte. Comment vas-tu? » Madeleine, sa voix était tendue, la panique s'infiltrant autour des bords de sa composure habituelle. Il semble y avoir un problème avec les cartes. Tout est refusé. La carte bleue, la carte de crédit, même la carte du compte joint. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh mon Dieu! Ai-je dit en maintenant mon ton tranquille, presque compatissant. Comme c'est gênant pour toi. Où as-tu dit que tu étais, déjà? Je ne crois pas que tu me l'aies mentionné. Il y a eu une pause, une longue pause révélatrice qui en disait plus que 1000 mots. Je suis dans une retraite spa pour mon anxiété. Tu sais comme je m'inquiète pour le stress de travail d'Hugues. J'avais besoin de prendre soin de moi pour pouvoir mieux prendre soin de lui ensuite. Sophie a levé les yeux au ciel de façon théâtrale, mimant silencieusement son incrédulité face à ce mensonge éhonté. « Retraite spa », ai-je répété lentement, savourant chaque syllabe. « C'est exact. C'est comme ça que tu appelles l'hôtel 5 saisons Resort aux Maldives, où mon ami détective privé a confirmé que tu t'es enregistré il y a 3 jours avec un compagnon masculin. Un compagnon masculin qui n'est définitivement pas mon fils, étant donné que Hugues travaillait des journées de 12 heures au cabinet toute la semaine jusqu'à hier. C'est-à-dire jusqu'au moment où il s'est effondré d'une crise cardiaque massive
et a été transporté en soins intensifs, où il est actuellement inconscient et seul parce que sa femme préférait bronzer sur une plage paradisiaque plutôt que de répondre aux appels urgents de l'hôpital. Le silence, à l'autre bout, était assourdissant, lourd de culpabilité et de calculs frénétiques. « Quel spa exactement ?» ai-je continué d'une voix suave. « Je pourrais peut-être le recommander aux dames de mon club de lecture. Elles adorent les bonnes adresses. » Une autre pause, plus longue cette fois. « C'est très exclusif. » « Tu n'en aurais probablement pas entendu parler. » « Ce n'est pas le genre d'endroit qu'on trouve dans les guides touristiques ordinaires. »« Essaie toujours. » ai-je dit en regardant une infirmière vérifier la perfusion d'Hugues. « Je suis plus au courant des tendances que tu ne me donnes crédit. » Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, finalement, sa voix est revenue, dépouillée de toute prétention de douceur. « Madeleine, c'est quoi tout ça vraiment? Pourquoi les comptes sont-ils gelés? »« Qu'est-ce que tu as fait? »« Eh bien, ma chérie, ai-je dit en utilisant son terme d'affection condescendant préféré contre elle. Quand je suis arrivée à l'hôpital et que j'ai trouvé mon fils inconscient et seul, sans aucune idée d'où sa femme aimante pouvait bien se trouver, j'ai pensé qu'il serait préférable de sécuriser ses actifs financiers. Tu comprends, les factures médicales peuvent être tellement chères de nos jours, et il vaut mieux être prudent. Tu n'avais pas le droit de faire ça, a-t-elle sifflé, la façade de douceur s'évaporant entièrement pour révéler la vraie Brigitte en dessous. En fait, j'avais parfaitement le droit. C'est drôle, les comptes joints, Brigitte? Quand mon nom y figure comme contact d'urgence et co-signataire, je peux faire tout ce que je juge nécessaire pour protéger les intérêts de mon fils. Et dépenser son argent en vacances de luxe avec ton coach de fitness pendant qu'il se bat pour sa vie ne semble pas vraiment être dans ses meilleurs intérêts. Tu ne trouves pas? Je pouvais entendre sa respiration saccadée à travers le téléphone. Je pouvais pratiquement la voir calculer son prochain mouvement, cherchant désespérément une sortie de ce piège qu'elle avait elle-même créé. Brigitte était beaucoup de choses. Manipulatrice, froide, calculatrice, mais elle n'était pas stupide. Elle savait qu'elle avait été prise la main dans le sac et que les preuves contre elle étaient accablantes. « Je planifiais de revenir immédiatement quand j'ai appris ce qui s'était passé, » a-t-elle tenté, sa voix prenant un ton plaintif. « Je suis dévastée pour Hugues. »« Quand tu as appris quoi exactement ?» l'ai-je interrompu sèchement. « Parce qu'autant que je sache, l'hôpital a essayé de te joindre pendant 18 heures. Ton téléphone semble fonctionner parfaitement pour les publications Instagram, cependant. De belles photos de coucher de soleil, au fait. Les Maldives ont l'air magnifiques à cette période de l'année. Le sable blanc, l'eau turquoise, c'est vraiment paradisiaque. » L'inspiration brusque m'a confirmé qu'elle avait réalisé que je savais exactement où elle était et avec qui elle passait son temps. Que j'avais vu les photos d'elle avec ce Kevin, leur corps bronzé enlacé sur la plage pendant que son mari frôlait la mort. « Madeleine, tu ne comprends pas la situation. »« Il y a des choses que tu ignores. »« Oh, mais je comprends parfaitement, » ai-je dit en faisant apparaître les captures d'écran que Jessica m'avait envoyées. « Je comprends que tu planifies cette petite escapade depuis des semaines, probablement des mois. Je comprends que tu as déjà dépensé 15 500 € de mon fonds d'urgence pour ce voyage romantique. Et je comprends que Kevin Beaumont est un compagnon assez séduisant pour une retraite spa aussi exclusive. Dommage qu'il ne soit pas ton mari cependant. » Le téléphone est devenu silencieux, la ligne coupée brusquement. J'ai souri d'un air sinistre en rangeant mon téléphone et en tendant la main vers celle d'Hugues. Sa peau était chaude, ce que le docteur Mercier m'avait assuré être bon signe. Son alliance a attrapé la lumière fluorescente de l'hôpital. Un simple anneau d'or qu'il avait porté fidèlement pendant 10 ans. 10 ans de mariage avec une femme qui ne pouvait même pas se donner la peine de rester dans le même hémisphère quand il avait le plus besoin d'elle. Mon téléphone a vibré avec un message texte, puis un autre encore, en rafale. J'ai ignoré tous ces messages désespérés et me suis installée pour ce que je soupçonnais être une très longue nuit de veille au chevet de mon fils. Hugues avait besoin de sa mère maintenant, et contrairement à sa femme, je n'allais nulle part. Je resterai avec lui jusqu'à ce qu'il se réveille, jusqu'à ce qu'il soit hors de danger, jusqu'à ce qu'il comprenne que sa famille l'aimait assez pour être là quand ça comptait vraiment. Au matin suivant, j'avais 17 appels manqués, 23 messages textes de plus en plus paniqués et un email très intéressant de Jessica.
Brigitte avait passé la nuit à essayer frénétiquement de me joindre, tout en tentant simultanément d'accéder au fond depuis des comptes que j'avais verrouillés plus solidement que Fort Knox. Chaque tentative s'était soldée par un échec, et je pouvais imaginer sa frustration grandissante de l'autre côté du monde. Mais l'email de Jessica était le vrai trésor, une mine d'informations qui confirmait mes pires soupçons. Des photos de surveillance détaillées peignaient un portrait valant bien plus que 1000 mots. Un portrait de trahison systématique et calculé. Kevin Beaumont, 35 ans, coach personnel et aspirant influenceur sur les réseaux sociaux, avait été l'instructeur de fitness de Brigitte pendant 8 mois. Les mêmes 8 mois durant lesquels elle avait soudainement développé une passion pour les séances d'entraînement privées qui duraient 3 heures et nécessitaient mystérieusement des nuits à l'hôtel quand Hugues voyageait pour le travail. Les reçus que Jessica avait obtenus dressaient une chronologie fascinante de la double vie de ma belle-fille. Des dîners romantiques dans des restaurants étoilés, des réservations d'hôtels de luxe, des achats de bijoux coûteux, tout cela pendant que Hugues travaillait 60 heures par semaine pour maintenir le style de vie auquel Brigitte s'était habituée. Chaque dépense racontait une histoire de mensonges et de manipulation. Madame Pop, une voix douce, a interrompu ma lecture intensive. Le docteur Mercier s'est approché avec un optimisme prudent dans ses yeux sombres, ses pas feutrés sur le linoléum de l'hôpital. Votre fils montre des signes d'activité cérébrale accrue. Nous réduisons la sédation maintenant, progressivement comme prévu. J'ai failli lâcher mon téléphone sous le coup de l'émotion. Mes yeux se sont remplis de larmes de soulagement. Je peux rester avec lui? Quand va-t-il se réveiller? Bien sûr que vous pouvez rester, a acquiescé le docteur avec un sourire chaleureux. En fait, avoir une présence familière aide souvent les patients lors de leur réveil. Parlez-lui, laissez-le entendre votre voix. Cela peut faire une vraie différence dans son processus de récupération. Pendant les 3 heures suivantes, je me suis assise à côté d'Hugues, tenant sa main et lui parlant doucement de tout et de rien, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il avait de la fièvre. Je lui ai parlé des rosiers que j'avais plantés dans mon jardin ce printemps, des roses anciennes au parfum enivrant. Je lui ai raconté comment la fille de Sophie, Chloé, avait gagné son concours scientifique avec un projet sur les énergies renouvelables. Je lui ai parlé du club de lecture que j'avais rejoint et des débats passionnés que nous avions sur les romans contemporains. Ce que je ne lui ai pas dit, c'était que sa femme était au paradis avec un autre homme pendant qu'il se battait pour sa vie. Cette révélation viendrait plus tard, quand il serait plus fort, quand son cœur pourrait supporter ce nouveau choc. Sophie est revenue en milieu de matinée avec du café fort et des croissants frais de la boulangerie du coin, prenant le relais de la garde pour que je puisse me rafraîchir et me changer dans les installations familiales de l'hôpital. Quand je suis revenue, le visage lavé et les vêtements propres, les paupières d'Hugues papillonnaient, ses doigts bougeaient légèrement dans les miens. « Maman !» Sa voix était rauque, sa gorge irritée par le tube respiratoire qu'ils avaient retiré plus tôt dans la matinée. Mais c'était sa voix, et c'était le plus beau son que j'avais entendu depuis des jours. « Je suis là, mon chéri !» ai-je dit en prenant sa main et en la serrant doucement, des larmes de joie coulant sur mes joues. « Tu es à l'hôpital. Tu as fait une crise cardiaque, mais tu vas t'en sortir. » Les médecins sont très optimistes. Tu m'as fait une de ces peurs. Le soulagement a inondé son visage à ma vue, ses yeux se concentrant lentement sur mon visage familier. Mais ensuite, ses yeux ont parcouru la chambre avec confusion, cherchant quelqu'un d'autre. Son front s'est plissé d'inquiétude. « Où est Brigitte? » Elle devrait être là. Elle a dû être prévenue. La question est restée suspendue dans l'air, comme une lame de guillotine, tranchante et dangereuse. Sophie et moi avons échangé des regards lourds de signification. Comment dire à ton fils, qui vient de survivre à une crise cardiaque massive, que sa femme vit sa meilleure vie au paradis avec un autre homme? Comment révéler ce genre de nouvelles quand sa récupération dépend du calme et de l'absence de stress? Elle voyage, ai-je dit prudemment, choisissant mes mots avec soin. J'ai été ici avec toi tout le temps, Sophie aussi. On ne t'a pas quitté une seconde. Les sourcils d'Hugues se sont froncés de confusion, son esprit encore embrumé par les médicaments luttant pour comprendre. Elle voyage? Mais je ne me souviens pas. La dernière chose dont je me souviens, c'était d'être au bureau, une réunion importante,
et cette douleur écrasante dans ma poitrine. Comme si un éléphant s'était assis sur moi. Tu t'es effondré au travail jeudi après-midi, ai-je expliqué doucement en caressant ses cheveux. Nous sommes samedi matin maintenant. Tu as été inconscient pendant presque 2 jours. Les médecins ont dû t'opérer en urgence pour débloquer une artère. La confusion dans ses yeux était déchirante à voir. Ce mélange de peur et d'incompréhension. Mais Brigitte, elle aurait été ici. Elle aurait dû être là. Elle. Il s'est arrêté, son regard tombant sur le petit vase de fleurs que j'avais apporté de mon jardin. Les seules fleurs dans la chambre stérile. Maman, où est ma femme? Pourquoi n'est-elle pas ici? Avant que je puisse formuler une réponse qui n'enverrait pas sa tension artérielle en flèche, mon téléphone a sonné. Le nom de Brigitte s'est affiché sur l'écran lumineux et les yeux d'Hugues se sont immédiatement verrouillés dessus avec un espoir désespéré. « C'est elle !» a-t-il dit, sa voix plus forte malgré sa faiblesse. « Réponds, s'il te plaît, maman. » J'ai regardé le visage plein d'espoir de mon fils, puis les photos de surveillance encore ouvertes sur mon téléphone, montrant sa femme enlacée avec un autre homme sur une plage qui coûtait plus par nuit que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. À cet instant précis, j'ai pris une décision qui allait tout changer. « Allô, Brigitte ?» ai-je répondu en mettant le téléphone sur haut-parleur avant que Hugues puisse protester. Il était temps que la vérité éclate. Madeleine, Dieu merci. Sa voix était tendue et désespérée, complètement différente de son ton habituel. J'ai essayé de te joindre toute la nuit. C'était horrible. Comment va Hugues? L'hôpital refuse de me donner des informations à cause des lois sur la confidentialité. Et j'essaie de trouver un vol pour rentrer, mais tout est complet à cette période de l'année. C'est un cauchemar. Calme-toi, ai-je dit posément, savourant secrètement sa panique. Hugues est réveillé et stable maintenant. Il peut t'entendre, tu sais, il est juste à côté de moi. Hughes. Sa voix s'est élevée, devenant plus dramatique, plus théâtrale, comme si elle jouait un rôle. Mon chéri, mon amour, je suis tellement désolée de ne pas être là. Je suis coincée dans cet endroit horrible sans connexion Internet fiable, et je viens seulement d'apprendre pour ton accident. J'ai essayé de revenir immédiatement, mais c'est tellement compliqué de trouver des vols depuis ici. Accident? Ai-je interrompu sèchement. Qui t'a dit que c'était un accident? C'est une crise cardiaque, pas un accident de voiture. Une autre pause révélatrice. Je voulais dire sa crise cardiaque. Bien sûr, je me suis mal exprimée parce que je suis tellement bouleversée. Tu peux comprendre, n'est-ce pas? Je suis dans tous mes états depuis que j'ai appris la nouvelle. Hugues m'observait maintenant, quelque chose changeant dans son expression. Il avait toujours été vif, mon fils, un avocat d'affaires accompli parce qu'il pouvait lire les gens et les situations comme des livres ouverts. Et en ce moment, il lisait la situation entre sa mère et sa femme comme la trahison qu'elle était réellement. Les années de vie commune lui avaient appris à reconnaître quand Brigitte mentait. « Brigitte » a-t-il dit calmement, sa voix portant une force qui m'a surprise étant donné son état affaibli. « Quel endroit horrible exactement? Je pensais que tu étais à cette retraite de yoga à Nice. Tu m'avais dit que tu avais besoin de quelques jours pour te ressourcer. » J'ai regardé le monde soigneusement construit de ma belle-fille commencer à s'effondrer à travers le haut-parleur d'un téléphone dans une chambre d'hôpital. Et j'ai réalisé que parfois, la vérité n'a pas besoin d'être délivrée délicatement. Parfois, elle doit arriver comme un train de marchandises, rapide et impossible à ignorer, écrasant tous les mensonges sur son passage. La retraite a changé de lieu. C'est un programme de bien-être itinérant, très exclusif, très difficile à joindre par téléphone. Mais tu ne comprends pas comme c'est frustrant d'être bloqué ici sans pouvoir te rejoindre. Mais Hugues n'écoutait plus ses excuses désespérées. Il me regardait maintenant, et dans ses yeux brillait une question à laquelle je n'étais pas sûre d'être prête à répondre. Pas encore, pas maintenant, pas dans cette chambre d'hôpital où il avait besoin de guérir. « Maman !» a dit Hugues après que j'eus raccroché au milieu des explications de plus en plus frénétiques de Brigitte. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je sais qu'il y a quelque chose. »« Je te connais ?» J'avais redouté ce moment depuis que j'avais franchi la porte de sa chambre. Mais en regardant mon fils, pâle et vulnérable, mais avec cet acier familier dans ses yeux qui me rappelait qu'il était bien mon enfant, j'ai réalisé qu'il méritait la vérité, ou au moins une partie. « Ta femme n'est pas à une retraite de yoga ?» ai-je dit simplement, sans fioriture. « Elle est aux Maldives. Elle y est depuis 3 jours,
depuis avant ta crise cardiaque. Elle n'était pas là quand tu avais besoin d'elle parce qu'elle était de l'autre côté du monde. Hugues a fermé les yeux, et pendant un moment j'ai cru avoir fait une terrible erreur. Son moniteur cardiaque a montré des lectures élevées, et j'ai tendu la main vers le bouton d'appel, prête à alerter les infirmières. « Pas la peine !» a-t-il dit calmement en rouvrant les yeux. « Je ne suis pas vraiment surpris, maman. » Déçu au-delà des mots, mais pas surpris. Ça m'a stoppé net dans mon élan. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu savais quelque chose? » Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Les appels téléphoniques secrets qu'elle passait dans une autre pièce, les nouveaux vêtements coûteux, l'intérêt soudain pour le fitness et les longues séances à la salle de sport. Il a laissé échapper un rire amer qui s'est transformé en toux douloureuse. J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines. Mon fils avait engagé un détective privé 6 semaines plus tôt, avant même que j'aie pensé à appeler Jessica. Il avait vu les signes avant moi et avait agi en conséquence. « Et qu'est-ce que tu as découvert ?» ai-je demandé, bien que je soupçonnais connaître la réponse. Kevin Beaumont, coach personnel au club Fit Life. Ils ont une liaison depuis 8 mois, peut-être plus. La voix d'Hugues était factuelle, comme s'il discutait d'une affaire juridique plutôt que de son mariage brisé. Ce que je ne savais pas, c'était qu'elle avait pris des vacances romantiques pendant que je mourais presque. Ça, c'est une nouvelle information qui change la donne. Le moniteur bipait régulièrement, tandis que nous restions assis en silence, absorbant cette révélation partagée. Mon fils n'était pas seulement une victime passive. C'était un homme qui avait rassemblé des preuves, planifié sa prochaine action. L'avocat en lui avait pris le relais là où le mari avait échoué, protégeant ses intérêts et ceux de ses enfants. « Hugues, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi garder ça pour toi? »« Parce que j'espérais me tromper, » a-t-il avoué en regardant le plafond. « Et parce que je voulais gérer ça proprement, légalement. » Un divorce peut devenir très compliqué quand il y a des enfants et des biens importants en jeu. Je voulais être préparée avant de faire quoi que ce soit. Les biens, bien sûr. Hugues avait très bien réussi en tant qu'avocat d'affaires au fil des années. La maison dans le quartier de Boisvert, la propriété de vacances dans les Alpes, les investissements diversifiés, la police d'assurance vie conséquente, le fonds en fidéicommis que nous avions établi pour les enfants. Brigitte avait beaucoup à gagner dans un divorce, surtout si elle pouvait prouver une détresse émotionnelle ou prétendre que Hugues avait été un mari absent à cause de son travail. Mais l'adultère restait l'adultère en France, et les preuves restaient des preuves irréfutables devant un tribunal. « Alors c'était quoi ton plan ?» ai-je demandé, impressionné malgré moi par sa prévoyance. Hugues a souri alors, le premier vrai sourire que j'avais vu depuis son réveil, un sourire qui illuminait son visage fatigué. Eh bien, c'était de rassembler suffisamment de preuves pour protéger mes actifs et m'assurer de garder la garde de Lily et Maxime. Mais maintenant, a-t-il fait un geste faible vers la chambre d'hôpital? Maintenant, je pense que mon plan vient de devenir beaucoup plus intéressant et beaucoup plus en ma faveur. Comment ça? Parce que ma femme aimante vient de m'abandonner pendant une urgence médicale pour continuer sa liaison au paradis en utilisant notre argent. J'imagine que tu as pris des mesures pour sécuriser les finances? J'ai hoché la tête avec un sourire satisfait. Elle a essayé de dépenser 15 500 € ces 2 derniers jours seulement. J'ai gelé tous les comptes auxquels elle avait accès. Chaque centime est en sécurité maintenant. Tu as gelé? Hugues a commencé à rire vraiment, malgré la douleur que cela lui causait visiblement. Maman, espèce de femme magnifique. Tu as gelé ses comptes pendant qu'elle était aux Maldives, à des milliers de kilomètres de toute banque française. Elle avait accès à mes fonds d'urgence. J'ai retiré cet accès et fermé le compte pour faire bonne mesure. J'ai aussi signalé toutes les cartes comme compromises aux compagnies de crédit. Elle est effectivement coincée là-bas avec tout ce qu'elle a apporté en liquide et ce que son cher Kevin peut se permettre de payer. Ce qui, d'après mes recherches, n'est pas grand-chose. Hugues était silencieux pendant un long moment, et je pouvais le voir réfléchir aux implications avec son esprit juridique affûté qui ne cessait jamais de fonctionner, même affaibli par la maladie. « Maman, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. C'est important. »« N'importe quoi, mon chéri. »« Tu le sais. »« Appelle mon avocate, Rebecca Martin. » Son numéro est dans mon téléphone professionnel, dans le tiroir de ma table de nuit à la maison. Dis-lui qu'il est temps d'avancer avec les papiers de divorce dont nous avons discuté le mois dernier, et dis-lui que la situation a évolué de façon significative.
Évoluer comment exactement? Le sourire d'Hugues est devenu froid, calculateur, et pendant un instant, j'ai vu non pas mon doux garçon, mais l'avocat redoutable qui avait construit une pratique prospère en ayant toujours 3 coups d'avance sur ses adversaires. Parce qu'abandon pendant une urgence médicale, adultère documenté et irresponsabilité financière vont rendre ce divorce très unilatéral en ma faveur. Les juges n'apprécient pas les épouses qui partent en vacances avec leur amant pendant que leur mari est aux soins intensifs. J'ai serré sa main avec fierté et affection. Tu planifies ça depuis un moment, n'est-ce pas? Tu n'es pas aussi naïf que je le craignais. J'espérais ne pas avoir besoin de le faire, a-t-il corrigé doucement. Mais oui, j'étais préparé au pire scénario. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était d'avoir une crise cardiaque à 42 ans, ou que ma femme soit aussi insensible et cruelle à ce sujet. Ça, c'est une surprise même pour moi. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de Brigitte. Nous l'avons tous deux regardé sonner sans répondre. « Est-ce que je devrais répondre ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. « Absolument !» a dit Hugues avec une lueur de défi dans les yeux. Mais mets sur haut-parleur. Je veux entendre exactement comment elle compte expliquer cette situation impossible. C'est le moment de la confrontation finale. « Madeleine, s'il te plaît. » La voix de Brigitte était tendue, chargée de désespoir quand j'ai répondu à son appel. « Tu dois m'aider. » Je ne peux pas rentrer à la maison. Le resort exige un paiement pour le séjour prolongé et la carte de Kevin a été refusée et je n'ai plus d'argent liquide. Je suis complètement bloquée ici, à des milliers de kilomètres, sans aucun moyen de partir. « Calme-toi !» ai-je dit en croisant le regard d'Hugues qui hochait la tête pour que je continue. « Tu dis que tu es coincé? » « Oui, complètement. La compagnie aérienne exige un paiement pour les changements de billets, le resort veut de l'argent pour les nuits supplémentaires, et je ne peux accéder à aucun de nos comptes. Tout est bloqué. » Elle a pris une inspiration tremblante, théâtrale. « Madeleine, je sais qu'on a eu nos différends au fil des années, mais Hugues a besoin de moi maintenant. Je dois rentrer auprès de mon mari. C'est ma place, à ses côtés. » Hugues a articulé silencieusement le mot impressionnant, en secouant la tête avec incrédulité face à tant d'hypocrisie. « Brigitte, aide-moi à comprendre quelque chose. » ai-je dit lentement, savourant chaque mot. « Tu es partie il y a 3 jours. » Hugues a eu sa crise cardiaque jeudi après-midi. Nous sommes maintenant samedi matin. Quand exactement comptais-tu rentrer à la maison avant que tout cela n'arrive? Il y a eu une pause, longue et révélatrice, chargée de calculs frénétiques. Le voyage original devait se terminer demain. J'allais surprendre Hugues en rentrant un jour plus tôt que prévu. Il travaille tellement dur. Je voulais lui faire une belle surprise en revenant bronzé et reposé. J'ai regardé Hugues, qui applaudissait silencieusement ce qui était apparemment un autre mensonge éhonté. Selon les informations de Jessica, Brigitte avait réservé le voyage pour 10 jours complets, pas un long week-end, comme elle le prétendait. « C'est intéressant », ai-je observé d'une voix neutre. « Parce que selon la confirmation de réservation du resort que j'ai obtenue, tu es programmé pour rester jusqu'à jeudi prochain. C'est encore 5 jours de vacances romantiques avec ton coach personnel. » Le silence de Brigitte était assourdissant, lourd de culpabilité exposée. « Comment as-tu obtenu cette information ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix serrée par la panique. « Ma chérie, quand tu utilises des cartes de crédit jointes pour réserver des escapades romantiques avec ton coach personnel, cette information devient accessible aux autres titulaires de la carte. Tu pensais que je ne remarquerais pas 12 000 € débités sur le compte d'urgence en une seule journée, sans parler des 3 500 € au spa le lendemain? Kevin n'est pas mon Kevin Beaumont, 35 ans. Coach personnel au club Fit Life. Mannequin aspirant avec un compte Instagram assez impressionnant, rempli de photos avec diverses femmes riches. Veux-tu que je lise quelques-unes des légendes de vos photos ensemble? Elles sont assez romantiques. Moment magique, âme sœur du fitness, connexion profonde. Hugues souriait maintenant malgré son état, visiblement fier de sa vieille mère qui avait fait ses devoirs. « Madeleine, tu ne comprends pas la situation. Il y a des circonstances que tu ignores. Je comprends parfaitement. » L'ai-je interrompu. « Je comprends que tu as une liaison depuis 8 mois. Je comprends que tu as abandonné ton mari pendant une crise médicale pour continuer cette liaison. Et je comprends que tu demandes maintenant à la femme dont tu as volé l'argent de te sortir des conséquences de tes propres choix. Ce n'est pas du vol. Cet argent nous appartient à tous les deux. Je suis sa femme. En fait, il ne t'appartient pas.
a parlé Hugues pour la première fois, sa voix portant clairement malgré sa faiblesse. Cet argent appartient à moi et à ma mère, et depuis hier, tu n'as plus accès à aucun de nos comptes. C'est terminé, Brigitte. L'inspiration brusque à l'autre bout du téléphone était audible, chargée de choc et de panique. Hugues, mon chéri, tu es réveillé. J'ai été tellement inquiète pour toi. Tu ne peux pas imaginer comme j'ai souffert d'être si loin de toi pendant cette épreuve. Assez inquiète pour écourter tes vacances? A-t-il demandé sèchement. J'ai essayé de partir immédiatement quand j'ai appris. Mais les vols... Tu réserves des vols en ce moment, Brigitte? En ce moment même, pendant qu'on parle? Parce que je ne t'entends pas taper sur un clavier ou parler à un agent de voyage. Une autre pause, plus longue cette fois, chargée de mensonges qui ne venaient pas assez vite. Hugues a fermé les yeux et secoué la tête avec lassitude. Brigitte, arrête. Arrête simplement de mentir. On sait pour Kevin. On sait pour la liaison qui dure depuis des mois. On sait que tu as utilisé mon argent pour financer ta relation avec lui. Et on sait que tu as choisi de rester au paradis au lieu de te précipiter à la maison quand ton mari a failli mourir. Divorce? Sa voix s'est élevée dans les aigus. Hugues, tu ne peux pas être sérieux. Tu ne réfléchis pas clairement à cause des médicaments. Tu as besoin de moi. Les enfants ont besoin que leur famille reste unie. On ne peut pas détruire notre famille à cause d'un malentendu. Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois, a-t-il répondu calmement. Et ce que je pense, c'est que ma femme vient d'admettre avoir volé mon argent, m'avoir abandonné pendant une urgence médicale et avoir menti sur tout ça. Cette conversation est enregistrée, Brigitte, et tout ce que tu as dit va être très utile dans nos procédures de divorce. Je n'ai pas abandonné. Je ne savais pas ce qui se passait. Tu ne savais pas parce que tu ne te souciais pas de savoir. Tu étais trop occupé à poster des photos avec ton petit ami pour répondre aux appels de l'hôpital. Ils ont essayé de te joindre pendant 18 heures, Brigitte. 18 heures pendant lesquelles j'étais inconscient et seul parce que ma femme préférait bronzer sur une plage avec son amant. La ligne est devenue silencieuse, sauf ce qui ressemblait à des pleurs. Mais j'avais déjà vu les tactiques de manipulation de Brigitte à l'œuvre, et je soupçonnais que Hugues aussi. Les larmes de crocodile ne fonctionneraient plus avec nous. Voici ce qui va se passer, a continué Hugues d'une voix ferme malgré sa fatigue. Tu vas trouver ton propre moyen de rentrer en France. Quand tu arriveras, tu découvriras que les serrures de la maison ont été changées et tes affaires emballées. Tu recevras les papiers de divorce dans la semaine par l'intermédiaire de mon avocate. Tu peux les contester si tu veux, mais je te déconseille fortement de gaspiller de l'argent que tu n'as plus en frais juridiques. Hugues, je t'en supplie, écoute-moi. Et Brigitte, a-t-il ajouté avec une froideur que je ne lui avais jamais entendue, si tu t'approches de mes enfants avant que tout cela ne soit réglé légalement, je te ferai arrêter pour abandon et harcèlement. Est-ce que c'est clair? Il m'a fait signe de raccrocher, et je l'ai fait, coupant ce qui devenait une plaidoirie hystérique de plus en plus pathétique. Hugues s'est recalé contre ses oreillers, l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis son réveil, comme si un poids énorme venait d'être retiré de ses épaules. « Tu te sens mieux » ai-je demandé doucement. « Je me sens libre » a-t-il répondu. Pour la première fois depuis 2 ans, je me sens libre. Rebecca Martin est arrivée à l'hôpital cet après-midi-là avec une mallette pleine de documents et un sourire qui me rappelait pourquoi Hugues parlait si bien de ses compétences juridiques. Elle était vive, efficace, et avait clairement préparé ce moment bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. « Comment te sens-tu, Hugues » a-t-elle demandé en installant son ordinateur portable sur la petite table près de la fenêtre. Comme un homme qui vient de découvrir que sa femme est encore pire qu'il ne le pensait possible, a répondu Hugues. Maman t'a mise au courant des derniers développements? Elle l'a fait. Et je dois dire que Brigitte nous a considérablement facilité le travail avec son comportement. Rebecca a sorti un dossier épais rempli de documents et de photos. Abandon pendant une urgence médicale, adultère avec preuves photographiques et financières, irresponsabilité financière, mise en danger des actifs matrimoniaux. Ce sera le divorce non contesté le plus rapide que j'ai jamais traité. Non contesté? Ai-je demandé avec surprise. Elle n'allait pas tout nier et se battre? Oh, elle va le contester initialement, c'est certain, a dit Rebecca avec un sourire confiant. Mais quand elle verra les preuves que nous avons, plus les nouvelles preuves de ses vacances actuelles, elle acceptera rapidement un règlement, surtout quand elle réalisera ce que lui coûtera une bataille juridique. Hugues s'est redressé légèrement dans son lit d'hôpital. «
Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh bien, commençons par les bases. Tu as un contrat de mariage qui devient caduc en cas d'adultère prouvé. Tu as des preuves documentées de sa liaison avec ce Kevin. Tu as la preuve qu'elle t'a abandonné pendant une urgence médicale. Et maintenant, tu as des admissions enregistrées de son utilisation des fonds matrimoniaux pour des vacances personnelles avec son amant. Rebecca a sorti un ensemble de photographies. Apparemment, Jessica n'était pas la seule à avoir rassemblé des preuves. Mais voici la partie vraiment intéressante, a continué Rebecca en faisant défiler des documents sur son écran. Selon les relevés financiers que ta mère m'a fournis, Brigitte a systématiquement transféré de l'argent de vos comptes joints vers des comptes personnels au cours des 6 derniers mois. De petites sommes, rien qui déclencherait des alertes automatiques, mais totalisant près de 40 000 euros. J'ai senti ma mâchoire tomber d'incrédulité. 40 000 euros détournés en 6 mois seulement. Elle planifie ça depuis longtemps, a dit Hugues d'un air sinistre, ses yeux se durcissant. La liaison, les transferts d'argent, probablement une stratégie de sortie complète. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que je fasse une crise cardiaque et que maman gèle les comptes avant qu'elle puisse terminer ce qu'elle préparait. Ça a dérangé tous ses plans. Rebecca a hoché la tête avec gravité. Ce qui nous amène à la partie vraiment intéressante de cette affaire. Brigitte a passé quelques appels hier, après qu'elle n'a plus pu accéder au compte. Des appels à un agent immobilier en Provence. En Provence, avons-nous dit simultanément, Hugues et moi. Apparemment, elle et Kevin planifiaient de déménager après le divorce. Ils ont regardé des propriétés dans la région d'Aix-en-Provence en utilisant ton règlement prévu comme leur budget. Une maison avec piscine, des oliviers, le rêve méditerranéen financé par ton argent. Hugues était silencieux pendant un long moment, absorbant cette information qui révélait la profondeur de la trahison. Donc, elle n'avait pas juste une liaison. Elle planifiait de me prendre tout ce que j'ai et de disparaître avec lui dans le sud de la France. C'est ce qui semble être le plan, oui. Utilisant les enfants comme levier pour un règlement plus important, puis déménageant et limitant ton accès à eux une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. Elle aurait invoqué la distance pour espacer les visites jusqu'à ce qu'elles deviennent quasi inexistantes. Les enfants, Lily et Maxime, qui n'avaient aucune idée que leur mère planifiait de bouleverser leur vie pour un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, de les arracher à leur père, à leur grand-mère, à tout ce qu'ils connaissaient. J'ai senti une vague de fureur protectrice me submerger. Par-dessus mon cadavre, ai-je dit avec une férocité qui m'a surprise moi-même. En fait, par-dessus son cadavre juridique, a souri Rebecca, parce que rien de tout cela ne va se produire maintenant. Quand nous déposerons ces papiers, Brigitte va découvrir que l'adultère et l'abandon ont des conséquences sérieuses, surtout quand il y a des enfants impliqués et qu'elle a volé des actifs matrimoniaux. Mon téléphone a sonné. Brigitte encore une fois, inlassablement. « Tu veux t'amuser un peu ?» a demandé Rebecca avec une lueur malicieuse dans les yeux. Hugues m'a regardé, puis Rebecca, intriguée. « Quel genre d'amusement ?»« Réponds, » a dit Rebecca. « Mais laisse-moi lui parler en tant qu'avocate de ton fils. Je peux dire des choses que vous ne pouvez pas. » Et j'attends cette conversation avec impatience depuis que Madeleine m'a appelé ce matin. J'ai répondu au téléphone et je l'ai tendu à Rebecca sans dire un mot, curieuse de voir comment une avocate professionnelle gérerait cette situation. « Bonjour, Brigitte, » a dit Rebecca plaisamment, sa voix mielleuse contrastant avec l'acier dans ses yeux. « Je suis Rebecca Martin, l'avocate d'Hugues. Je comprends que tu as quelques difficultés aux Maldives. Quel dommage que tes vacances romantiques soient gâchées par des problèmes d'argent. Qui êtes-vous » La voix de Brigitte était petite, incertaine, dépouillée de toute son arrogance habituelle. Comme je l'ai dit, je suis l'avocate d'Hugues et j'appelle pour t'informer que les papiers de divorce seront déposés dès lundi matin à la 1e heure. Tu es libre de les contester, bien sûr, mais je dois t'avertir que combattre ce divorce particulier sera coûteux et ultimement futile. Tu ne peux pas faire ça. Hugues ne réfléchit pas clairement. Il est sous médicaments, il est vulnérable. Il a besoin de temps pour récupérer avant de prendre des décisions aussi importantes. Hugues réfléchit très clairement. Assez clairement pour me fournir des preuves enregistrées de tes admissions aujourd'hui. Assez clairement pour documenter ton abandon pendant sa crise médicale. Assez clairement pour m'autoriser à prendre des mesures pour protéger ses actifs et ses enfants de tout dommage supplémentaire que tu pourrais leur causer. Rebecca souriait en parlant, savourant clairement chaque instant de cette conversation. Maintenant, voici ce qui va se passer exactement.
Tu vas trouver ton propre moyen de rentrer de tes vacances romantiques avec ton coach de fitness. Quand tu arriveras en France, tu découvriras que ton accès aux actifs matrimoniaux a été définitivement révoqué. Les serrures de la maison familiale ont été changées et tes affaires personnelles sont emballées pour être récupérées dans un lieu qui te sera communiqué. Vous ne pouvez pas faire tout ça. C'est illégal. C'est ma maison aussi. En fait, nous pouvons faire tout cela et nous le faisons. L'adultère annule les protections de ton contrat de mariage, mais pas ses restrictions. Et l'abandon pendant une urgence médicale est un motif de protection immédiate des actifs selon le droit français. J'ai fait vérifier par 3 collègues, tout est parfaitement légal. J'ai regardé le visage d'Hugues pendant que Rebecca démolissait systématiquement la fantaisie dans laquelle Brigitte avait vécu. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il était enfin libre, que le cauchemar touchait à sa fin. Mais ce n'est même pas le meilleur, a continué Rebecca avec un plaisir évident. Le meilleur, c'est que toutes ces annonces immobilières en Provence que tu as consultées, tous ces plans que toi et Kevin avez faits pour votre nouvelle vie au soleil, tout ça reposait sur un règlement qui n'existe plus. Tu n'obtiendras pas la moitié de tout. Tu n'obtiendras même pas le quart. Avec les preuves que nous avons, tu auras de la chance de partir avec tes vêtements et peut-être une petite pension alimentaire temporaire. Et encore, le son qui est venu du téléphone était quelque part entre un sanglot et un cri de rage. Le son d'un monde qui s'effondre. « On se voit au tribunal, Brigitte !» a dit Rebecca plaisamment avant de raccrocher avec un sourire satisfait. Hugues a commencé à rire, un vrai rire qui semblait venir d'un endroit profond en lui qui avait été verrouillé pendant trop longtemps. « Je crois, a-t-il dit à Rebecca avec admiration, que c'est le début d'une belle amitié professionnelle. » 3 jours après le réveil d'Hugues à l'hôpital, je préparais le petit déjeuner dans sa cuisine quand Lily et Maxime ont fait irruption par la porte d'entrée avec leur tante Sophie, de retour de leur semaine avec les cousins en Normandie. Ils étaient complètement inconscients du drame familial qui s'était déroulé en leur absence, leur visage rayonnant du bonheur simple des enfants qui ont passé une bonne semaine. « Grand-mère, Lily s'est jetée dans mes bras avec l'enthousiasme débordant de ses 8 ans. Tata Sophie nous a emmenés à l'aquarium et on a vu des requins énormes et des méduses qui brillaient dans le noir. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, ai-je dit en la serrant fort contre moi, essayant de ne pas penser à comment sa mère avait planifié de les déménager à travers le pays sans le consentement de leur père. Tu as dû t'amuser comme une folle. Maxime, toujours plus observateur que sa sœur malgré ses 5 ans, a regardé autour de la cuisine avec des yeux curieux qui ne manquaient de rien. Où est maman? Et pourquoi c'est toi qui fais le petit déjeuner? Est-ce que papa dort encore? Il dort toujours très tard le samedi. Avant que je puisse formuler une réponse appropriée pour des enfants de cet âge, Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte, son expression grave. « Maman, il faut qu'on parle. C'est urgent. » J'ai installé les enfants avec des dessins animés et des bols de céréales au chocolat. Puis, j'ai suivi Sophie sur la terrasse arrière, où nous pourrions parler sans être entendus. Ma fille avait toujours été la pragmatique de la famille, celle qui voyait à travers les absurdités avec une précision chirurgicale. « Hugues m'a appelé de l'hôpital ce matin très tôt, » a-t-elle dit sans préambule. Il m'a tout raconté sur Brigitte et le divorce. Il sort cet après-midi et les médecins disent qu'il est assez stable pour récupérer à la maison avec des soins appropriés et une surveillance régulière. Mais ce qu'il ne m'a pas dit, c'est comment on va expliquer tout ça à 2 enfants qui pensent que leur mère est à une retraite de yoga et qui vont bientôt se demander pourquoi elle ne revient pas. Sophie avait raison. Les enfants méritaient de la vérité, ou du moins une version adaptée à leur âge. Et comment allions-nous leur expliquer que leur mère les avait abandonnés, avait abandonné leur père mourant, pour des vacances romantiques avec un autre homme? C'était une conversation qu'aucun adulte ne voulait avoir. Hugues veut leur dire la vérité, ai-je dit, de manière appropriée pour leur âge, mais honnêtement, on ne peut pas leur mentir indéfiniment. Et quelle est la vérité appropriée pour un enfant de 8 ans et un enfant de 5 ans? Que leur mère a abandonné leur père mourant pour avoir une aventure romantique avec un homme qu'ils n'ont jamais rencontré? Quand Sophie le formulait ainsi, ça sonnait encore pire que ça ne l'était déjà, et c'était déjà assez horrible. La vérité, c'est que maman et papa ont des problèmes, et qu'ils vont vivre dans des maisons différentes pendant un moment, ai-je dit en répétant ce que Hugues et Rebecca avaient discuté la veille. La vérité, c'est que papa les aime plus que tout,
et ne les quittera jamais. Ils verront toujours leur mère, mais de façon encadrée au début. Sophie a étudié mon visage avec attention. Et la partie où maman a essayé de voler l'argent de papa et de les déménager en Provence sans en parler à personne? Cette partie reste entre les adultes pour l'instant. Ils sont trop jeunes pour comprendre la complexité de la situation. Quand ils seront plus grands, ils pourront poser des questions et on leur répondra honnêtement. Bien, a dit Sophie avec un soulagement visible. Parce que j'ai des informations qui vont rendre cette situation encore plus compliquée. Quel genre d'informations? Ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer d'appréhension. J'ai reçu un appel de mon amie Danielle ce matin. Elle travaille aux services sociaux de protection de l'enfance. Apparemment, quelqu'un a déposé une plainte hier, affirmant que Hugues est un père inapte à cause de sa récente crise médicale et que ses enfants sont gardés par une femme âgée sans autorité légale. C'est-à-dire toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, me coupant le souffle. Brigitte, ai-je murmuré avec incrédulité. C'est ce que je pense aussi. Elle essaie de faire retirer les enfants de la garde d'Hugues et de les placer en famille d'accueil temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse revenir et réclamer la garde. C'est sa contre-attaque. Je me suis effondrée dans une des chaises de la terrasse, mon esprit courant à travers les implications. Même coincée aux Maldives, Brigitte trouvait des moyens de nuire à notre famille. Cette femme n'avait vraiment aucune limite. « Elle peut faire ça ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. « Elle peut essayer, et les services sociaux doivent enquêter sur toute plainte concernant le bien-être d'enfants, même les plaintes manifestement malveillantes. » Sophie a posé le plat de croissants sur le comptoir de la cuisine. Daniel dit de s'attendre à une visite à domicile demain matin. Ils doivent vérifier que les enfants sont en sécurité et bien traités. « Très bien, » ai-je dit en redressant les épaules avec détermination. « Qu'ils viennent. » Ils verront un père aimant avec un excellent système de soutien familial et 2 enfants bien adaptés qui sont exactement là où ils doivent être. Sophie a hoché la tête, puis a baissé la voix avec hésitation. « Tu as dit à Hugues que Brigitte t'avait demandé de modifier ton testament? Il y a 6 mois, elle voulait que tu la nommes tutrice de secours pour les enfants, au cas où quelque chose arriverait à Hugues. Je ne lui ai pas encore dit. Il a eu assez de chocs pour le moment. Une fois que ce problème avec les services sociaux sera résolu, je lui en parlerai. Il doit savoir à quel point sa femme a planifié tout ça depuis longtemps. » Le lendemain matin, une assistante sociale nommée Madame Perrin est arrivée à 10 heures précises. Elle était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être la trentaine, mais son attitude professionnelle et ses compétences d'observation acérées ont rapidement dissipé toute notion qu'elle pourrait être facilement manipulée ou trompée. « Je vais devoir parler avec monsieur. » Pop en privé d'abord, nous a-t-elle informé après s'être présentée. Ensuite, avec les enfants, s'ils sont disponibles, et finalement avec vous, Madame Pop. Bien sûr, ai-je acquiescé. Hugues est installé dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée pour éviter les escaliers pendant sa convalescence. Les enfants sont à l'école, mais seront de retour vers 15h30. Nous pouvons les garder à la maison, si vous préférez les voir aujourd'hui. Madame Perrin a passé près d'1 heure avec Hugues dans sa chambre temporaire. Quand elle en est sortie, son expression ne révélait rien, parfaitement professionnelle. Mais Hugues m'a immédiatement envoyé un message. Ça s'est bien passé. Elle est minutieuse, mais juste. Je pense qu'elle voit clair dans le jeu de Brigitte. Son entretien avec moi a été tout aussi approfondi, couvrant tout, depuis ma relation avec mon fils et mes petits-enfants, jusqu'à mon état de santé et ma capacité à aider aux soins des enfants. « Madame Pop, je comprends que vous avez 68 ans ?» a-t-elle dit en consultant ses notes. « Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient impacter votre capacité à aider à prendre soin de 2 enfants actifs? » « Je suis en excellente santé, » ai-je répondu avec assurance. Je marche 5 kilomètres chaque matin, je fais du bénévolat à la bibliothèque municipale 2 fois par semaine, et jusqu'à récemment, j'envisageais de prendre des cours de tennis. Mon dernier bilan de santé n'a rien montré de plus préoccupant qu'un cholestérol légèrement élevé, bien contrôlé par le régime alimentaire. Elle a hoché la tête en prenant des notes. « Et votre relation avec les enfants? Comment la caractériseriez-vous au quotidien? » J'ai été activement impliquée dans leur vie depuis leur naissance, avant que Brigitte ne commence à limiter mes visites il y a environ 2 ans. Je les voyais plusieurs fois par semaine. Je connais leurs plats préférés, les noms de leurs amis, leur routine du coucher, et quels doudous doivent absolument être présents pour qu'ils s'endorment. Lily ne peut pas dormir sans son lapin bleu.
et Maxime a besoin de son dinosaure vert. Les sourcils de Madame Perrin se sont légèrement levés avec intérêt. Vous dites que Madame Pope a limité votre accès aux enfants? Oui, progressivement au début. Des plans annulés au dernier moment, des excuses sur des conflits d'emploi du temps. Puis plus ouvertement, suggérant que j'étais trop fatiguée ou trop âgée pour les gérer correctement. Chaque fois que je proposais de les garder, il y avait une raison pour laquelle ce n'était pas possible. Et pourquoi pensez-vous qu'elle a fait cela? J'ai considéré ma réponse soigneusement. Je crois que Brigitte isolait systématiquement Hugues et les enfants des membres de la famille qui pourraient remarquer des problèmes dans le mariage ou remettre en question ses décisions. Elle construisait un mur entre eux et nous. C'est une allégation sérieuse, Madame Pope. Oui, ça l'est. Et les preuves la soutiennent. Pas seulement mes expériences personnelles, mais des emails et des messages montrant ses efforts délibérés pour déménager les enfants en Provence sans le consentement d'Hugues, pour recommencer une nouvelle vie loin de nous tous. Quand les enfants sont rentrés de l'école, Madame Perrin a conduit ces entretiens avec douceur et professionnalisme, avec moi présente mais silencieuse comme témoin. Elle a posé des questions appropriées pour leur âge sur leur vie à la maison, leurs sentiments envers leurs parents et leur compréhension de la situation actuelle. Le cœur de papa est tombé malade, a expliqué Maxime solennellement, avec tout le sérieux de ses 5 ans. Mes grands-mères l'a soigné, et maintenant il doit manger des légumes verts pas bons. Et des poissons. Beaucoup de poissons. Madame Perrin a souri avec chaleur. Et ta maman? Elle te manque? Maxime a hoché la tête vigoureusement. Elle est partie en voyage et elle n'a pas dit au revoir. C'était pas gentil. On aurait voulu lui faire un câlin avant qu'elle parte. Lily, plus perspicace comme toujours, a ajouté sa propre observation avec la sagesse précoce des enfants qui comprennent plus qu'on ne le pense. Maman et papa vont divorcer parce que maman ne voulait plus être mariée. Elle a un nouvel ami qui s'appelle Kevin, qu'elle aime plus que papa. L'expression de l'assistante sociale est restée neutre malgré cette révélation inattendue. Et comment tu te sens par rapport à ça, Lily? C'est une grande chose à comprendre pour une petite fille. Triste, mais papa dit que c'est pas notre faute et qu'on aura toujours lui et grand-mère et tata Sophie, peu importe ce qui arrive. Il dit qu'on est une famille et que ça ne changera jamais, même si maman vit ailleurs. Quand Madame Perrin s'est finalement préparée à partir après plusieurs heures d'observation et d'entretien, elle s'est arrêtée à la porte avec une expression qui me donnait de l'espoir. Madame Pope, basée sur mon évaluation aujourd'hui, je ne vois aucune raison de m'inquiéter concernant les arrangements de vie actuels des enfants. M. Pope a l'autorisation médicale appropriée pour les activités parentales avec des limitations raisonnables et votre présence fournit un excellent soutien supplémentaire. Je vais déposer mon rapport recommandant la clôture du dossier sans autre action nécessaire. Le soulagement m'a submergé comme une vague. Merci infiniment. Cependant, a-t-elle ajouté avec un ton plus sérieux, étant donné la nature contentieuse des procédures de divorce, je suggérerais que M. Pope consulte son avocate pour déposer une demande de garde physique exclusive avec visite supervisée pour Madame Pope, au moins temporairement. Les allégations qu'elle a faites, combinées à sa volonté démontrée de tenter de retirer les enfants de leur environnement familial, lèvent quelques drapeaux rouges pour moi professionnellement. Elle est manipulatrice et imprévisible. J'ai hoché la tête gravement. Nous en discuterons avec Rebecca immédiatement. Merci pour votre conseil et votre professionnalisme. Après le départ de Madame Perrin, j'ai trouvé Hugues dans la cuisine, tentant de se faire une tasse de thé malgré les ordres du médecin de se reposer et de laisser les autres s'occuper de lui. « Pour l'amour du ciel !» l'ai-je grondé gentiment en lui prenant la bouilloire des mains. « Tu es censé te reposer, pas jouer au chef cuisinier. »« Je me repose depuis des jours », a-t-il grommelé, mais s'est laissé guider vers une chaise de la cuisine. « Qu'est-ce que Madame Perrin a dit ?» Elle recommande la fermeture du dossier. Aucune inquiétude concernant nos arrangements actuels. Tu es un père aimant avec un excellent soutien familial. Les épaules d'Hugues se sont affaissées de soulagement. Dieu merci. Une chose de moins à gérer. Elle a aussi suggéré qu'on parle à Rebecca pour déposer une demande de garde physique exclusive avec visite supervisée pour Brigitte, au moins temporairement. Déjà en cours. J'ai parlé à Rebecca ce matin pendant que tu dormais encore. Elle a déposé les papiers hier, anticipant un rapport favorable des services sociaux. J'ai posé une tasse de thé correctement préparée devant lui. Tu as une longueur d'avance sur tout.
C'est impressionnant pour un homme qui était aux soins intensifs il y a quelques jours à peine. Je dois l'être. Le désespoir de Brigitte la rend dangereuse et imprévisible. Elle a perdu son gagne-pain, son style de vie luxueux et maintenant potentiellement son accès aux enfants. Elle ne va pas abandonner sans se battre. Et elle a des ressources qu'on ne connaît peut-être pas encore. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il était temps de lui dire « Hugues, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose concernant Brigitte que je ne t'ai pas encore dit, parce que tu avais besoin de récupérer d'abord. » Son expression est devenue méfiante, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Il y a 6 mois, elle m'a demandé de modifier mon testament. Spécifiquement, elle voulait que je la nomme tutrice des enfants si quelque chose t'arrivait. Elle a dit que c'était pour leur sécurité, pour s'assurer qu'ils seraient bien pris en charge. La tasse de thé d'Hugues s'est figée à mi-chemin de ses lèvres, son visage pâlissant. Elle a quoi? Sur le moment, j'ai pensé que c'était juste une demande étrange, peut-être de la paranoïa de sa part. J'ai refusé, lui disant que j'avais déjà fait des arrangements appropriés pour les enfants, avec Sophie et son mari comme tuteurs. Mais maintenant, en y repensant avec tout ce qu'on sait sur ses projets, elle se positionnait, a terminé Hugues, son esprit juridique saisissant immédiatement les implications avec une clarté effrayante. Si quelque chose m'arrivait et que tu l'avais nommée tutrice dans ton testament, elle aurait eu le contrôle des enfants et potentiellement accès à ma succession à travers eux. Elle aurait pu tout prendre. Hugues a posé sa tasse d'une main tremblante, son visage reflétant un mélange de choc et de dégoût. C'est perturbant à un tout autre niveau. Ça dépasse la simple liaison ou même le divorce calculé. C'est de la préméditation pure. Je te dis ça maintenant parce que ça montre l'étendue de sa planification. Ce n'était pas une liaison spontanée qui a dégénéré. C'était calculé depuis des mois, peut-être des années. Elle préparait chaque détail méticuleusement. Hugues était silencieux pendant un long moment, absorbant cette nouvelle information et l'intégrant au tableau plus large de la trahison de sa femme. Quand il a finalement parlé, sa voix était ferme mais froide comme la glace. « Je veux que tu appelles Rebecca immédiatement. Dis-lui tout ce que tu viens de me dire, chaque détail. Ça va au-delà de la stratégie de divorce maintenant. Il s'agit de protéger notre famille de quelqu'un qui pourrait être prêt à aller à des extrêmes pour obtenir ce qu'elle veut. » J'ai hoché la tête, atteignant déjà mon téléphone. « Je l'appelle tout de suite. » La réponse de Rebecca a été immédiate et décisive. En quelques heures, elle avait rédigé des documents juridiques supplémentaires, incluant une modification d'urgence au testament existant d'Hugues, qui interdisait explicitement à Brigitte d'avoir tout droit de tutelle sur les enfants en cas de décès ou d'incapacité. Sophie et son mari Paul étaient nommés tuteurs principaux à la place, avec des dispositions détaillées pour les soins et l'éducation des enfants. Nous ajoutons aussi une disposition qui crée un fonds en fidéicommis pour les enfants auquel Brigitte ne peut accéder sous aucune circonstance, a expliqué Rebecca lors d'un appel vidéo ce soir-là, après que les enfants soient du coucher. Et j'ai accéléré l'audience pour l'ordonnance de garde temporaire à demain matin. « C'est même possible ?» ai-je demandé, surprise par la rapidité. « J'ai fait jouer quelques relations », a admis Rebecca avec un sourire satisfait. Et le juge aux affaires familiales était particulièrement sensible aux preuves de la tentative de Brigitte de manipuler les services sociaux combinés à son abandon pendant la crise médicale. Il a accepté d'examiner notre dossier en priorité. Hugues s'est penché en avant, grimaçant légèrement au mouvement mais déterminé. « Qu'est-ce que tu as besoin de nous ?»« Juste vos signatures électroniques sur ces documents ce soir. Je m'occupe de tout le reste. » « Mais Hugues, » a ajouté Rebecca avec une expression plus douce, « comment te sens-tu vraiment? Je fais ce travail depuis 15 ans et j'ai rarement vu quelqu'un découvrir que sa conjointe planifiait peut-être, enfin, des choses aussi sombres. Comme quelqu'un qui vient de découvrir que sa femme n'était pas juste infidèle, mais qu'elle calculait froidement comment maximiser ses gains à mes dépens depuis des mois, a-t-il répondu avec une lassitude profonde. Mais physiquement, je vais mieux chaque jour. Mon cœur guérit. C'est mon ego et ma confiance qui mettront plus de temps à récupérer. C'est bien, parce que nous aurons peut-être besoin que tu comparaisses au tribunal la semaine prochaine si Brigitte conteste les ordonnances temporaires, ce que je m'attends pleinement à ce qu'elle fasse dès qu'elle mettra les pieds en France. Après avoir terminé l'appel avec Rebecca, Hugues et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment, écoutant les bruits familiers de la maison qui s'endormait. Dehors,
On pouvait entendre Lily et Maxime jouer dans le jardin sous l'œil vigilant de Sophie, qui était restée pour aider. Leur rire d'enfant contrastait fortement avec la conversation lourde que nous venions d'avoir. « Est-ce que tu penses qu'elle allait vraiment ?» Je n'ai pas pu terminer la phrase, les mots trop horribles à prononcer. « Me faire du mal physiquement ?» Hugues a secoué la tête lentement. « Non, je ne pense pas que Brigitte irait aussi loin. Elle n'est pas violente, mais créer des circonstances où elle pourrait bénéficier si quelque chose m'arrivait naturellement. Un accident, une maladie, un accident de voiture. Ça, je peux le croire. » Elle positionnait toutes ses pièces sur l'échiquier. Le problème, c'est que les gens peuvent changer. Le désespoir peut pousser les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais considérées avant. Hugues a atteint ma main et l'a serrée doucement. « Dieu merci, tu as vu clair en elle, maman. Si tu n'étais pas venue à l'hôpital ce jour-là avec tes biscuits, mais je suis venue. Et nous gérons tout ça ensemble, une étape à la fois. On est une famille, et c'est ce que font les familles. » Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis d'Hugues et fixant le plafond, j'ai essayé de donner un sens à tout ce qui s'était passé. En une semaine seulement, notre famille avait été retournée sans dessus-dessous. La crise cardiaque d'Hugues, la trahison de Brigitte, la bataille juridique en cours, la menace des services sociaux, c'était presque trop pour être absorbé, comme quelque chose sorti d'un roman à suspense plutôt que de la vraie vie. Pourtant, nous étions là, et demain apporterait ce qu'il apporterait. J'affronterais ces défis de front, armé du même instinct protecteur qui m'avait guidé depuis le moment où j'avais franchi la porte de cette chambre d'hôpital et trouvé mon fils se battant pour sa vie, seul et abandonné par celle qui aurait dû être là. Certaines batailles vous choisissent. Celle-ci avait définitivement choisi notre famille, et je n'avais aucune intention de reculer ou d'abandonner. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'audiences au tribunal, de consultations juridiques et de conversations délicates avec les enfants sur les changements dans leur famille. Hugues regagnait régulièrement ses forces, tant physiquement qu'émotionnellement. Les enfants, résilients comme seuls les jeunes peuvent l'être, s'étaient adaptés à leur nouvelle routine avec une facilité remarquable. Brigitte restait une figure compliquée dans notre récit familial. Sa coopération avec les enquêteurs lors du procès de Kevin avait indéniablement aidé à faire condamner cet homme qui s'était révélé être bien plus dangereux qu'un simple coach de fitness séducteur. Les investigations avaient révélé que Kevin Beaumont faisait partie d'un réseau qui ciblait des femmes riches, utilisant le charme et la manipulation pour accéder à leurs finances et, dans certains cas, à bien pire. Pourtant, le fait demeurait qu'elle avait trahi Hugues, l'avait abandonné pendant une crise médicale et avait failli entraîner notre famille dans un désastre financier et émotionnel. Par un samedi après-midi ensoleillé de fin d'été, j'étais dans le jardin d'Hugues, apprenant à Lily comment tailler les rosiers que Brigitte avait autrefois entretenus et qui étaient maintenant sous ma responsabilité. Les fleurs embaumaient l'air de leur parfum délicat et le soleil réchauffait nos visages. « Lily, ma chérie, est-ce que tu voudrais bien aller voir ce que fait Maxime ?» Je crois qu'il cherchait son livre sur les dinosaures. Lily a regardé entre son père et moi, percevant clairement qu'une conversation d'adulte était sur le point d'avoir lieu, mais elle a hoché la tête avec maturité. « D'accord, papa. » Mes grands-mères me montraient comment faire pousser les roses plus belles. « On continuera notre leçon plus tard ?» ai-je promis en la regardant sautiller vers la maison avec l'énergie insouciante de l'enfance. Hugues s'est installé sur le banc du jardin à côté de moi, grimaçant légèrement en s'ajustant. Sa récupération progressait bien, mais certains mouvements causaient encore de l'inconfort. Son médecin était optimiste et les séances de rééducation cardiaque portaient de leurs fruits. « Rebecca a appelé ce matin », a-t-il dit sans préambule. « Les papiers de divorce sont finalisés. Le juge a accepté tous nos termes étant donné les circonstances. Je me suis tournée pour lui faire face. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous tous? Brigitte garde quelques affaires personnelles et une pension alimentaire modeste pendant 2 ans pour l'aider à se remettre sur pied. Pas de partage des biens principaux, pas d'accès aux comptes et surtout, j'ai la garde exclusive des enfants avec des visites supervisées pour elle, au moins pour les 6 prochains mois. Après, on réévaluera selon son comportement. Et comment tu te sens par rapport à tout ça? C'est une grande décision, même si c'était la bonne. Hugues a regardé le jardin,
Les roses que Brigitte avait plantées des années auparavant, maintenant sous mes soins attentifs. Soulagée, principalement. Mais aussi un peu triste. Pas pour elle, mais pour ce que j'avais cru avoir. Pour la famille que je pensais construire et qui n'a jamais vraiment existé comme je l'imaginais. C'est normal de faire ton deuil, même quand la fin est la meilleure chose qui pouvait arriver. Tu as le droit de pleurer ce que tu as perdu, même si ce que tu as perdu était une illusion. Il a hoché la tête lentement, ses yeux fixés sur un point au loin. Le plus dur, c'est les enfants. Expliquer à Lily pourquoi maman ne vit plus avec nous, voir Maxime demander quand elle va revenir. Ils aiment leur mère malgré tout, et je ne veux pas qu'ils grandissent en la détestant. Comment ça se passe, les visites supervisées? Ai-je demandé doucement. Ça a commencé la semaine dernière. On se retrouve au centre familial du tribunal avec une travailleuse sociale présente. Brigitte a été différente, plus humble, moins manipulatrice. Je ne sais pas si c'est sincère ou juste une nouvelle tactique, mais les enfants semblent être contents de la voir. Maxime lui a fait un dessin qu'il avait préparé toute la semaine. « Et toi? Comment tu gères de la revoir? » Hugues a laissé échapper un long soupir. Je ressens de la colère encore, beaucoup de colère, mais aussi une sorte de détachement que je n'avais pas avant. Elle n'a plus de pouvoir sur moi. Elle ne peut plus me blesser parce que je ne l'aime plus. Ce sentiment-là, cette liberté, c'est nouveau et c'est précieux. C'est un bon signe, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Ça veut dire que tu guéris. Pas seulement ton cœur physique, mais ton cœur émotionnel aussi. Tu es prêt à reconstruire ta vie. Il m'a regardé avec gratitude. Je n'aurais pas pu traverser tout ça sans toi, maman. Tu as été mon roc, ma protectrice, mon avocate avant même que Rebecca n'entre en scène. Quand je me suis réveillée à l'hôpital et que tu étais là, tenant ma main, j'ai su que tout irait bien. Parce que tu étais là. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues avec un sourire. C'est ce que font les mères. On se présente, on se bat, on protège. Peu importe l'âge de nos enfants, ils restent nos enfants. Et personne ne touche à mes enfants sans en subir les conséquences. Il a ri doucement, le premier vrai rire détendu que j'avais entendu de lui depuis des semaines. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Ce soir-là, après que les enfants soient couchés et que Sophie soit rentrée chez elle, mon téléphone a sonné avec un message d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Madeleine, c'est Brigitte. Je voulais te remercier. Je sais que tu n'as aucune raison de vouloir me parler, et je comprends. Mais je voulais que tu saches que j'ai commencé une thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai été capable de tant de cruauté envers des gens qui m'aimaient. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est trop demander après tout ce que j'ai fait. Je veux juste que tu saches que je travaille à devenir quelqu'un de meilleur. Pas pour récupérer Hugues, c'est fini et je l'accepte. Mais pour mes enfants? Pour être la mère qu'ils méritent, même si c'est seulement pendant des visites supervisées pour l'instant. Merci de les avoir protégés quand je ne le faisais pas. Merci d'avoir été là pour Hugues quand j'aurais dû l'être. J'espère qu'un jour, Lily et Maxime comprendront que leur grand-mère est une femme extraordinaire qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour eux. J'ai lu le message 2 fois, essayant de discerner si c'était sincère ou une autre manipulation. Mais quelque chose dans le ton semblait différent. Plus humble, comme Hugues l'avait décrit. Moins calculé! Le temps dira si Brigitte était vraiment en train de changer ou si c'était simplement une nouvelle stratégie plus subtile. Pour l'instant, je choisissais de lui laisser le bénéfice du doute, non pas pour elle, mais pour Lily et Maxime qui méritaient une mère qui les aimait, même imparfaitement. J'ai tapé une réponse brève, mais pas hostile. Le temps nous dira si tes actions correspondent à tes mots. Pour l'instant, concentre-toi sur être présente pour les enfants. C'est tout ce qui compte. Les mois ont passé, et lentement, une nouvelle normalité s'est installée dans notre famille. Hugues a repris le travail à mi-temps, avec des horaires stricts imposés par son cardiologue et surveillés de près par sa mère et sa sœur. Les enfants ont terminé leur année scolaire avec des notes excellentes, leur résilience prouvant une fois de plus que les enfants sont plus forts qu'on ne le pense quand ils sont entourés d'amour. Ma propre vie, qui s'était rétrécie pour se concentrer entièrement sur la crise familiale, a recommencé à s'élargir. J'ai repris mon club de lecture, mes matinées de marche et mes après-midi de bénévolat à la bibliothèque. J'ai même commencé ces cours de tennis que j'avais envisagés, surprenant tout le monde, y compris moi-même, par ma ténacité sur le court.
Les visites de Brigitte avec les enfants ont progressivement évolué. D'abord strictement supervisées au centre familial, puis dans des lieux publics avec un travailleur social à proximité, et finalement, après 6 mois de comportement irréprochable, des visites non supervisées de quelques heures. Elle n'était plus la femme que j'avais connue, celle qui manipulait et calculait. Quelque chose avait changé en elle, brisé et reconstruit différemment. Je ne lui faisais toujours pas confiance, pas complètement. Mais je reconnaissais qu'elle essayait, et pour les enfants, c'était ce qui comptait. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à tomber et que l'air portait les premières fraîcheurs de la saison, Hugues m'a rejointe sur la terrasse avec 2 tasses de thé fumantes. Il avait l'air en paix, plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années, peut-être même depuis avant son mariage. « Tu sais ce que m'a dit le docteur Mercier aujourd'hui lors de mon bilan trimestriel ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. « Dis-moi, que mon cœur est plus fort maintenant qu'il ne l'était avant la crise. Pas seulement récupéré, mais amélioré. L'alimentation, l'exercice, la réduction du stress, tout ça l'a rendu plus sain qu'il ne l'a été depuis mes 20 ans. C'est une merveilleuse nouvelle, ai-je dit avec un sourire chaleureux. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Tu mérites cette seconde chance. Il a regardé le jardin, les rosiers que j'avais entretenus tout l'été, maintenant préparés pour l'hiver à venir. C'est drôle, a-t-il dit pensivement. J'ai failli mourir. J'ai découvert que ma femme me trahissait. J'ai traversé un divorce douloureux, et pourtant, je me sens plus vivant maintenant que je ne l'ai été depuis des années. C'est contradictoire, non? Pas vraiment, ai-je répondu doucement. Parfois, il faut perdre quelque chose pour réaliser ce qu'on a vraiment. Tu as perdu un mariage qui n'était qu'une façade, mais tu as gardé ce qui compte vraiment. Tes enfants, ta santé, ta famille qui t'aime. Grâce à toi, maman. Grâce à ton instinct, ce jour-là quand Brigitte t'a appelé. Si tu avais simplement donné les informations de ta carte sans poser de questions, si tu n'étais pas venu à l'hôpital avec tes biscuits ce jeudi-là, si tu n'avais pas gelé les comptes immédiatement quand tu as compris ce qui se passait, je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait. L'ai-je interrompu. J'ai protégé mon enfant. Même quand cet enfant a 42 ans et pense qu'il n'a plus besoin de protection. Il a ri en secouant la tête. Je ne le penserai plus jamais. Cette expérience m'a appris que peu importe notre âge, nous avons toujours besoin de notre famille. De la porte de la maison, j'ai entendu la voix de Lily appeler. « Papa! »« Grand-mère! »« Le dessert est prêt! » Maxime a mis trop de chantilly sur sa part. Hugues s'est levé avec un sourire, tendant la main pour m'aider à me lever. « Viens, nos monstres nous attendent. » En marchant vers la maison, la lumière chaude de la cuisine illuminant les visages de mes petits-enfants à travers la fenêtre, j'ai ressenti une paix profonde m'envahir. Notre famille avait été testée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous avions fait face à la trahison, au danger, et avions failli tout perdre. Pourtant, nous étions là, non seulement survivants, mais trouvant notre chemin vers la guérison et la reconstruction. Le chemin devant nous aurait encore ses défis. Il y aurait des jours difficiles, des souvenirs douloureux, des moments de doute. Mais en regardant Hugues, en bonne santé et souriant, pleinement présent pour ses enfants, d'une façon qu'il n'avait pas pu l'être pendant ces années de surmenage, je savais que nous affronterions ces défis ensemble, avec la même force et le même amour qui nous avait portés à travers cette tempête. Certaines batailles vous choisissent. Celle-ci avait choisi notre famille, et bien que le prix ait été élevé, nous en étions sortis non seulement intacts, mais d'une certaine façon plus forts, plus sages et plus profondément connectés qu'avant. En fin de compte, c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. Non pas d'avoir vaincu Brigitte ou d'avoir protégé notre argent, mais d'avoir découvert que l'amour familial, quand il est authentique et inconditionnel, peut survivre à n'importe quelle tempête. Et alors que nous nous asseyions autour de la table de la cuisine, partageant un dessert trop sucré préparé par des mains d'enfants enthousiastes, j'ai su, avec une certitude absolue, que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous y ferions face ensemble, parce que c'est ce que font les familles. Elles se présentent, elles se battent, elles protègent. Et surtout, elles s'aiment, inconditionnellement et pour toujours. 1 an plus tard, presque jour pour jour depuis cette terrible journée de juin où tout avait basculé, je me tenais dans le jardin d'Hugues, regardant mes petits-enfants jouer avec leur père
dans la lumière dorée du soleil couchant. Maxime, maintenant 6 ans, et ayant perdu ses rondeurs de bébé pour devenir un petit garçon vif et curieux, poursuivait son père avec un ballon de football, tandis que Lily, 9 ans et plus sage que jamais, arbitrait leur match improvisé avec le sérieux d'une professionnelle. « Grand-mère !» a crié Maxime en courant vers moi, le visage rouge d'excitation. « Papa m'a laissé marquer 3 buts. Je crois qu'il fait exprès de perdre. » Je l'ai soulevé dans mes bras, embrassant ses joues chaudes. « Peut-être qu'il te laisse gagner, ou peut-être que tu es devenu un excellent footballeur. Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a réfléchi sérieusement à ma question, ses sourcils froncés de concentration comme le faisait son père au même âge. « Je pense que je suis vraiment bon. Mais papa est aussi très gentil de me laisser marquer parfois. » C'est ce que font les papas qui aiment leurs enfants. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté et d'amour devant la sagesse simple de cet enfant. 1 an auparavant, j'avais eu peur qu'il soit traumatisé par le divorce de ses parents, par l'absence soudaine de sa mère. Mais avec le soutien constant de son père, de sa tante et de sa grand-mère, il avait non seulement survécu, mais s'était épanoui. Hugues nous a rejoints, légèrement essoufflé mais souriant. Son cardiologue serait content de le voir ainsi, actif et joyeux. Si différent de l'homme épuisé et surmené qu'il avait été avant sa crise cardiaque. « Maman, tu restes dîner ?» Sophie et Paul passent avec Chloé. On pourrait faire un vrai repas de famille sur la terrasse. « J'adorerais ça », ai-je répondu en le regardant avec tendresse. Il avait l'air si bien maintenant, si en paix avec lui-même et sa vie. Les cernes sous ses yeux avaient disparu depuis longtemps, remplacées par un bronzage sain acquis lors de vraies vacances avec ses enfants, des vacances simples au bord de la mer, plutôt que les escapades luxueuses que Brigitte avait toujours exigées. Le dîner ce soir-là a été exactement ce dont j'avais rêvé pendant toutes ces années où Brigitte nous avait tenus à distance. Sophie et son mari Paul, leur fille Chloé jouant avec ses cousins sous la surveillance bienveillante des adultes, le rire et les conversations légères, le sentiment d'appartenance et d'amour inconditionnel. Je me suis surprise à penser à Robert, mon défunt mari, et à combien il aurait été fier de voir notre famille ainsi réunie. Il avait toujours dit que rien n'était plus important que la famille, que l'argent et le succès ne signifiaient rien sans des gens à aimer et qui vous aiment en retour. Cette soirée-là était la preuve vivante de sa sagesse. « Maman » a dit Sophie en s'approchant de moi, tandis que les hommes débarrassèrent la table et que les enfants regardaient un film dans le salon. « Tu as l'air pensive. »« Tout va bien ?» ?»« Je pensais à ton père, ai-je admis. Il aurait adoré cette soirée. Voir Hugues heureux, les enfants s'amuser, toute la famille ensemble. »« Il me manque aussi, » a dit Sophie doucement en me prenant la main. « Mais je crois qu'il voit tout ça d'où il est. Et je crois qu'il est fier de toi, maman. De tout ce que tu as fait pour protéger cette famille. » Je n'ai fait que ce qu'il aurait fait à ma place. Ce qu'il m'a appris à faire. Nous nous sommes tus un moment, partageant ce silence complice qui n'existe qu'entre une mère et sa fille. Puis Sophie a repris la parole. « Tu sais, j'ai vu Brigitte la semaine dernière. Elle était venue chercher les enfants pour son week-end de visite. » J'ai hoché la tête, curieuse. Comment elle semblait? Différente. Vraiment différente. Elle m'a même remerciée pour avoir été là pour Hugues et les enfants pendant tout ce temps. Elle avait l'air sincère. Pas manipulatrice comme avant, juste humble, reconnaissante. C'est une bonne chose, ai-je dit prudemment. Pour les enfants, surtout. Ils ont besoin de croire que leur mère les aime vraiment, même si elle a fait des erreurs terribles. « Et toi ?» a demandé Sophie. « Tu lui as pardonné ?» J'ai réfléchi à cette question que je m'étais posée souvent au cours de l'année écoulée. « Pardonner ?» Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne lui en veux plus activement, si c'est ce que tu demandes. La colère s'est estompée avec le temps. Mais la confiance, ça c'est autre chose. La confiance se gagne, elle ne se donne pas. Et Brigitte a encore beaucoup de chemin à parcourir pour la regagner, si elle le peut jamais complètement. « C'est sage », a approuvé Sophie. « Tu as toujours été sage, maman, même quand tu ne t'en rendais pas compte. » Le mois suivant a apporté une nouvelle étape dans notre guérison collective. Le procès de Kevin Beaumont, qui avait été reporté plusieurs fois pour des raisons procédurales, touchait enfin à sa fin. J'ai dû témoigner, racontant devant le tribunal comment j'avais découvert la trahison de Brigitte, comment j'avais gelé les comptes,
comment j'avais protégé ma famille d'un homme que je n'avais même jamais rencontré, mais qui avait planifié de nous détruire. Le procureur m'a félicité pour ma vigilance et mon courage. Si plus de familles réagissaient comme vous l'avez fait, Madame Pop, nous aurions beaucoup moins de victimes de ce type de prédateurs financiers, a-t-il dit après ma déposition. Votre instinct maternel a littéralement sauvé des vies. Je n'ai pas ressenti de fierté particulière à ces mots, seulement un profond soulagement que tout soit terminé. Kevin Beaumont a été condamné à 15 ans de prison pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé et tentative de fraude à l'assurance. Les enquêteurs avaient découvert qu'il faisait partie d'un réseau bien plus large qui ciblait des femmes vulnérables dans plusieurs régions de France. Brigitte, qui avait témoigné contre lui malgré les risques, a été considérée comme une victime manipulée plutôt que comme une complice. Sa coopération avec les autorités lui a valu l'indulgence du procureur, même si je savais qu'elle portait toujours le poids de sa propre culpabilité. Quelques jours après le verdict, j'ai reçu une lettre manuscrite de Brigitte. Pas un email ou un message texte, mais une vraie lettre écrite à la main sur du papier de qualité. « Chère Madeleine », commençait-elle, « je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, et je comprendrai parfaitement si tu jettes cette lettre sans la lire. Mais il y a des choses que j'ai besoin de dire, des choses que j'aurais dû dire depuis longtemps. Je suis désolée. Ces mots semblent tellement insuffisants face à tout le mal que j'ai causé. Mais ils sont sincères. Je suis désolée d'avoir trahi Hugues, d'avoir abandonné mes enfants, d'avoir essayé de vous manipuler tous. Je suis désolée d'avoir été si aveuglée par mon propre égoïsme que j'ai failli détruire des gens que j'aurais dû aimer et protéger. Ma thérapeute m'aide à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ça ne l'excuse pas, rien ne le peut, mais ça m'aide à devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un que mes enfants pourraient être fiers de connaître un jour. Tu as fait ce que j'aurais dû faire. Tu as protégé la famille quand j'étais trop égoïste pour le faire moi-même. Tu as été la mère et la grand-mère que Lily et Maxime méritaient. Ils sont si chanceux de t'avoir dans leur vie. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais simplement que tu saches que je vois maintenant clairement ce que j'étais et ce que tu es. Et je te remercie d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Avec mon respect sincère, Brigitte, j'ai lu la lettre 3 fois avant de la ranger dans un tiroir de mon bureau. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, si je répondrais un jour ou si je laisserais simplement le temps faire son œuvre. Mais quelque chose dans ces mots, dans l'humilité qu'ils révélaient, m'a fait penser que peut-être, juste peut-être, Brigitte était vraiment en train de changer. Et si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle pour Lily et Maxime, qui méritaient d'avoir 2 parents capables de les aimer sainement, même séparés. L'hiver est arrivé, puis le printemps, apportant avec eux le premier anniversaire de la crise cardiaque d'Hugues. Nous avons célébré non pas la maladie elle-même, mais la survie, la guérison, la nouvelle vie qui avait émergé des cendres de l'ancienne. Un dîner intime chez Hugues, juste la famille proche, avec un gâteau fait maison par les enfants sous ma supervision et des cadeaux simples mais significatifs. « Papa » a dit Lily solennellement en lui tendant un dessin encadré qu'elle avait réalisé. « C'est nous 4. Toi, moi, Maxime et grand-mère. J'ai mis des cœurs partout, parce qu'on s'aime beaucoup. » Hugues a regardé le dessin avec des yeux brillants de larmes contenues. Il montrait 4 personnages au sourire démesuré, entourés effectivement de dizaines de petits cœurs rouges et roses. « C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » a-t-il dit en serrant sa fille contre lui. « C'est exactement ce que j'ai de plus précieux au monde. » Cette nuit-là, après que les enfants soient couchés et que le calme soit revenu dans la maison, Hugues et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse, regardant les étoiles comme nous le faisions souvent maintenant. « Tu sais, » a-t-il dit pensivement, « il y a 1 an j'ai failli mourir. Et pendant quelques jours, je ne savais même pas que ma femme m'avait abandonnée. Je me suis réveillée dans un monde complètement différent de celui que je connaissais. Mais tu t'es réveillée, ai-je rappelé doucement. C'est ce qui compte. Et le monde différent dans lequel tu vis maintenant, il est meilleur que l'ancien, non? Infiniment meilleur, a-t-il acquiescé avec un sourire serein. Plus simple, plus authentique, plus rempli d'amour véritable plutôt que de faux semblants. Je travaille moins, je vis plus. Je suis présent pour mes enfants d'une façon que je n'aurais jamais été si rien de tout cela n'était arrivé. C'est ironique, mais Brigitte, en me trahissant,
m'a libérée d'une vie que je ne savais même pas que je n'aimais plus. Je l'ai regardé, ce fils que j'avais porté, élevé, aimé inconditionnellement pendant 43 ans maintenant. Il était devenu un homme bon, un père dévoué, un être humain résilient capable de trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Je suis tellement fière de toi, lui ai-je dit simplement, et tellement reconnaissante d'être ta mère. Il m'a souri, le même sourire qu'il avait quand il était petit et qu'il me montrait fièrement un dessin ou une bonne note. Et moi, je suis tellement reconnaissant que tu sois venu à l'hôpital ce jour-là avec tes biscuits aux pépites de chocolat. Tu m'as sauvé la vie, maman. Pas juste mon corps, mais ma vraie vie, celle qui compte. Nous sommes restés assis là encore un long moment, mère et fils, regardant les étoiles et savourant simplement le fait d'être ensemble, en vie, entourés d'amour. Certaines batailles vous choisissent, c'est vrai, mais la façon dont vous les menez, les alliés que vous choisissez, le courage que vous trouvez en vous-même, tout cela définit non seulement l'issue de la bataille, mais la personne que vous devenez en la traversant. Notre famille avait été testée au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Et nous avions survécu. Plus que survécu, nous avions triomphé. Non pas en écrasant nos ennemis ou en accumulant des richesses, mais en restant fidèles à nous-mêmes, en protégeant ceux que nous aimons, et en émergeant de l'épreuve plus fort et plus unis que jamais. En regardant mon fils ce soir-là, puis en pensant à mes petits-enfants endormis à l'étage, j'ai su avec une certitude absolue que peu importe ce que l'avenir nous réserverait, nous serions prêts. Parce que nous avions quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que la trahison ne peut pas détruire. Nous avions l'amour, le vrai amour, celui qui reste quand tout le reste s'effondre. Et c'était, en fin de compte, tout ce dont nous avions vraiment besoin.